Salut à tous, chers curieux. Vous écoutez un nouvel épisode du Balado. J'essaye d'arrêter. Maintenant, on le sait, c'est le seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts, tout simplement. Pour une idée un peu du processus actuel dans lequel on se trouve, je vous invite à aller écouter les intros des deux derniers épisodes, 9 et 10, juste avant aujourd'hui. Ça va vous mettre un petit peu une idée sur les intentions générales du projet, mais la constante sous-jacente, si on veut, à mes intentions ici, c'est la curiosité générale. Bref, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans le focus un peu plus politique de mon projet de podcast présentement, une chose qui ne peut pas faire autrement qu'attirer notre curiosité, je dirais, au Québec dans les 6 à 12 derniers mois, c'est la question de la place de l'islam dans l'espace public d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, dont on a entendu parler dans les médias et dans les médias alternatifs ici au Québec. Je dirais la situation des écoles religieuses en est une. Évidemment, il y a eu le cas qu'on a nommé avec une certaine étiquette comme étant le phénomène de l'entrisme islamique dans certaines écoles publiques du Québec, avec bien sûr le cas de Bedford. Il y a aussi évidemment la question des prières de rue islamiques, spécifiquement. Certains en voient comme une certaine provocation, pourrait-on dire, entre autres avec celles qui sont faites devant la basilique Notre-Dame dans la région de Montréal depuis cet été et plusieurs autres choses reliées à ce sujet-là. Fait que c'est un sujet qui a fait activer mon petit hamster de curieux compulsif ici. Et soyez avertis tout le monde, la maladie dont je souffre, que j'ai nommée personnellement, sans aucune compétence médicale, bien sûr, à la bonne franquette, comme étant le TOC au carré, hein, ce trouble obsessif de la curiosité compulsive, semblerait qu'il est légèrement contagieux. Fait que si jamais vous sautez aujourd'hui avec nous puis que vous embarquez dans la conversation, vous pourriez peut-être aussi souffrir à moyen terme ou long terme, je ne sais pas, de choses comme le posage de questions à l'infini, les nouveaux intérêts variés dans la vie, peut-être une ouverture d'esprit radicale ou encore, qui sait, un changement d'opinion majeur dans votre vie. Je ne sais pas, il paraît que vous pourriez peut-être être contaminé, alors vous serez avertis, soyez prudents tout le monde. Pour parler de ce sujet complexe aujourd'hui et possiblement avec certains désaccords, qui sait, on verra, j'ai un très grand plaisir de vous présenter une femme que j'adore lire sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Je ne sais plus exactement à quel moment on est devenu collaborateur sur Facebook ou disons ami Facebook pour utiliser le bon terme. C'est une femme qui travaille dans le domaine de l'éducation à l'enfance, je crois. Ses positions nuancées l'ont aussi amené à faire plusieurs entrevues publiques, entre autres sur les ondes de Cube Radio, certainement dans la dernière année. On peut lire dans ses publications certaines idées nuancées et en même temps un peu provocatrices, peut-être, ou controversées, pourrait-on dire, comme la suivante. J'ouvre les guillemets. Le voilement d'une petite fille n'est pas une différence. Il ne s'agit pas de la couleur de la peau, de la langue maternelle, du pays d'origine, qui sont des différences naturelles ou culturelles qu'on découvre sans hiérarchie morale. Une petite fillette voilée n'est pas une touche d'exotisme dans le paysage de la diversité. C'est une enfant à qui l'on retire le droit d'être simplement une enfant. C'est un signe idéologique et sexué qui traduit une conception du corps féminin comme objet de pudeur ou de tentation. La petite fille porte un message qui n'est pas le sien. Fermez les guillemets. Alors, très intéressant, on va parler de ce sujet-là à l'intérieur du sujet plus grand, bien sûr, de l'épisode d'aujourd'hui. Et je tiens à mentionner, en termes de contexte, on enregistre l'épisode le 13 octobre 2025, une journée qui est assez intéressante, qu'on peut qualifier quand même d'importante en lien avec le sujet du show, parce qu'il y a quelques heures à peine, on a vu que Trump, notre ami au sud de la frontière, semblerait avoir réuni les acteurs principaux du Moyen-Orient pour signer un certain accord de paix là, officiel et le relâchement des derniers otages israéliens. J'ai pas pris connaissance des détails, donc je ne veux pas m'aventurer plus loin sur les détails derrière tout ça, mais c'est bien sûr relié avec la question du projet islamique, de la région du Moyen-Orient, pardon, du djihad et de l'islam dans le monde plus largement. Donc, il semblerait que c'est une belle journée aujourd'hui pour la paix internationale, à suivre, bien sûr. Pour parler de tout ça, on accueille aujourd'hui Madame Fatima Aboubakr, qui sera avec nous dans un instant. Alors, je vous la présente, tout le monde. Fatima Aboubakr, bonjour, bonsoir et bienvenue à J'essaye d'arrêter. Bonjour Gab, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'être là. En fait, aujourd'hui, Madame Fatima, donc, journée intéressante, à froid comme ça, avant de parler de votre bio et puis un petit peu rentrer dans les sujets qui vous ont amené, vous,
à vous exprimer publiquement dans les derniers mois, dernières années. Aviez-vous pris connaissance de la situation dont j'ai parlé avec Trump et les accords de paix? Et sinon, j'imagine que tu sais, plus largement, vous connaissiez le projet là, les accords d'Abraham et tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, dans le paysage général, de votre propre point de vue, cette question-là aujourd'hui? Ça semble être un beau moment pour vous? Vous êtes critique de ce projet-là? Écoute, moi je suis très observatrice, puis j'ai pas vu le détail de l'accord, mais j'ai suivi quand même le retour des otages parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je tiens vraiment à leur souhaiter un bon retour et puis à souhaiter une paix durable à la population de Gaza aussi. Donc, c'est une journée, oui, de joie, mais espérons que ça va le demeurer. C'est ça. Donc, mais le détail vraiment des accords, j'ai pas encore pris le temps de lire de quoi il s'agit. J'ai vu, par exemple, une condition qui est le désarmement de Hamas, chose à laquelle personnellement je ne crois pas. Donc, je ne crois pas que Hamas vont accepter d'être désarmés. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai vu des Palestiniens sortir sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà commencé à faire des tueries à Gaza même. C'est-à-dire, il y a un journaliste qui a été tué par les armes du Hamas à l'intérieur de Gaza aujourd'hui même. OK, j'avais pas vu ça. Wow, OK. Je l'ai vu, puis Donc, vous dites dans le fond que c'est pas que vous êtes contre, c'est que selon vous, l'intention du désarmement du Hamas ne sera pas acceptée et entérinée concrètement c'est par le Hamas sûr lui-même. que je suis pour le désarmement de Hamas, mais le Hamas tel qu'ils sont, comme islamistes radicaux qui ont un autre projet qui n'est pas celui juste pas celui juste de Gaza, ils n'ont même pas l'objectif de libérer Gaza, là, ou la Palestine, c'est juste parce que moi je les écoute aussi en arabe sur les ondes d'Al Jazeera et puis Ouais, mais c'est ça, là, vous avez un j'écoute avantage le culturel et leader, de langue sur nous ben ici, tu sais, oui. de compréhension, là. Oui, j'écoute leur leader parler. Il y a plusieurs reprises, eux, là, c'est des gens qui meurent à Gaza, pour eux, c'est vraiment rien. Ils disent, un jour, il y avait un qui a dit à l'animateur, écoute, là, ces enfants qui meurent, c'est une carte pour nous. Écoute, c'est glaçant quand même. Il y avait un jour un qui a dit que le fait ils ont montré une madame qui pleurait son enfant qui était mort, et puis Dieu seul sait combien c'est douloureux. Et puis le monsieur barbu du Hamas à l'antenne de Al Jazeera, il a dit, écoute, cette femme devrait nous remercier parce que son fils est un martyr, il est allé au paradis. Donc c'est Ouais. comme grâce à nous là qu'il est parti au paradis. Donc, c'est une autre mentalité. J'espère que, ils vont juste peut-être avoir la pression des États-Unis pour qu'ils arrêtent vraiment de faire mal à la population de Gaza. Mais sinon, j'espère qu'il y a un retour de paix à Gaza, qu'ils reconstruisent leur vie et leur ville et qu'ils retournent à une vie normale comme tout le monde et comme ils le méritent aussi. Oui, certainement, c'est clair que c'est ça qu'on peut souhaiter à tous, là. Tout le monde qui a un instinct le plus constructif, pacifiste possible. Tu sais, le but, c'est d'essayer qu'il y ait le plus de guerres ouvertes là, tu sais, dans n'importe quelle région du monde. Finalement, ça, c'en est une parmi plusieurs autres, mais c'est quand même un des conflits les plus importants et surtout les plus perdurants dans le temps et qui touche aussi au fondement de l'humanité, surtout par rapport à la question des religions et des grosses religions abrahamiques. Tu sais. Donc, vraiment, c'est des trucs super importants. Donc, fait que votre point de vue est relativement assez critique par rapport au Hamas en tant que tel. Évidemment, il ne faut pas. Donc, bon, il y a toute la question de qu'est-ce que l'islam, et donc le Hamas n'est pas l'islam. Donc, tu sais, il ne faut pas évidemment confondre les deux choses ensemble. Donc, on va pouvoir peut-être parler un petit peu plus de ce genre de choses-là dans quelques minutes. Mais votre point de vue à vous, en fait, donc, moi, j'ai lu beaucoup de vos textes. Je vous ai écouté parler dans vos entrevues, mais à part tu sais, votre carrière de base et vos points de vue sur les sujets, je connais pas tant votre parcours, votre background. Donc, pouvez-vous me faire un petit bio 101 de votre parcours, en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à un jour décider de vous exprimer publiquement ici au Québec par rapport à ces questions-là. Donc, tu sais, un petit peu votre naissance, votre relation par rapport à l'islam dans votre enfance, votre adolescence et votre relation par rapport au Québec et la nation du Québec aussi. D'accord. Donc, moi, avant de parler de mon arrivée au Québec, moi, je suis née au Maroc.
dans une ville, vraiment une petite ville très agréable au pied du Haut Atlas, une petite ville où moi je suis née dans les années 70, fait que OK. il y avait comme une enfance qui était très ordinaire, très normale, très heureuse, heureuse dans le sens où où c'était pas compliqué d'être heureux, là. C'était jouer toute la journée dans la rue, puis on n'avait pas d'exigence. Les enfants n'avaient pas de place comme ils l'ont aujourd'hui, là. Il n'y avait pas cette place. L- L'adulte était là pour nous donner des ordres, pour nous dire quoi faire, puis c'est tout, là. C'était pas le lien avec l'adulte. Même l'amour, ça s'exprimait pas. On sait que les adultes nous aimaient, nos parents nous aimaient, mais il n'y avait pas comme aujourd'hui ces expressions d'amour envers les enfants. Donc, et la religion, le rapport avec la religion à cette époque-là, en tant qu'enfant, en tant que adolescente, c'était un rapport où la religion est présente dans la culture. Elle est présente dans la culture. La culture et la religion, là, dans une société comme le Maroc, est indissociable. C'est pareil, là. On a vécu dans deux termes, là, surtout pour les filles. Il faut être pudique, il faut que tu écoutes. C'est-à-dire la, la personne la plus admirée, la plus respectée dans les familles, c'était celle qui n'avait pas d'argument. C'était celle qui écoute, qui dit oui, qui obéit en tout temps. D'ailleurs, on OK. le dit clairement, là, c'était pas, ils disent, ah, écoute, là, ton frère, lui, il dit jamais non. C'était vraiment, quand tu essaies d'argumenter ou d'entrer ou de questionner, c'était des interdits. Par contre, la pratique religieuse en tant que telle et la démonstration religieuse en tant que telle, comme les prières, le jeûne du Ramadan, les voiles, les trucs, ça c'était comme une affaire générationnelle. C'était plus les vieux, les plus vieux. C'était Qui les était plus parents. pratiquant? C'est ça, oui. Il n'y avait pas ces jeunes pratiquants. Tu ne trouverais pas, là, à mon époque, moi, des jeunes qui pratiquent la religion. Il n'y en avait pas. C'est comme, il était dans l'éducation, présente dans l'éducation, dans la culture de tous les jours. On va nous dire, fais attention, si tu le fais, là, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer. C'était ça dans la vie de tous les jours. Mais les jeunes ne faisaient pas de prière. Il n'y OK. avait pas de prière. Les jeunes n'allaient pas à la Mecque. Le ramadan, à la limite, avec la puberté, tout le monde fait le ramadan. Mais ça se faisait, mais de façon même, je vais dire, plus agréable. Il y avait juste des rituels. Les jeunes, ils sont ensemble la soirée pour dormir tard, pour se réveiller plus tard le jour, et puis c'était plus facile. Donc, la pratique religieuse va devenir très apparente, très démonstrative. Après, je vais dire, vers les années 90, ça commence à le devenir, là, OK. publiquement. Petite parenthèse, est-ce qu'il y a un parallèle, est-ce qu'il y a un, est-ce que vous voyez un parallèle entre votre État dans les années 70 au Maroc et mettons, en Iran, pré-révolution iranienne? Est-ce qu'on était un peu dans le même style de place de l'islam avant que l'islam revienne en force en Iran, mettons, 79, si je ne me trompe pas, 80? Et là, vous, ça a été plus 90. Donc, est-ce que c'était un peu un même style, un peu d'intensité religieuse ou? Je crois que l'Iran, ils étaient plus développés que le Maroc, là, à cette époque-là. C'est une grande civilisation. Ils étaient mais on peut faire des comparaisons. OK. Moi, j'étais enfant, mais je pouvais voir les filles adultes avec des mini-jupes que maintenant, ils ne peuvent pas porter au Maroc, là. Elles- du maquillage, des cheveux bien faits. Il n'y avait vraiment pas de démonstration de la religion. La Hmm. religion se pratiquait comme des rituels par les adultes, point, c'est tout. Mais il n'y avait pas cette emphase sur le démonstratif religieux, sur cette moralisation partout, dans les médias, dans la rue, dans les mosquées, dans les écoles. Moi, j'ai étudié la philosophie quand j'étais jeune et puis on était capable de poser des questions, on était capable de discuter. Euh, Après, le professeur de philosophie est devenu, il t'oriente vers la religion. Le professeur de sciences, il t'apprend, d'après ce que j'ai appris, parce que je suis quand même ce qui se passe là-bas. Le prof de sciences naturelles, il va te parler de la théorie de Darwin en souhaitant que Dieu le pardonne de le dire. Là,
Ah, ouais, ouais, OK. Ah oui, vraiment, c'est devenu, c'est, c'est incroyable comment c'est devenu indissociable et puis tout le monde parle de religion. Moi, ce que je trouve là-bas maintenant incroyable, c'est que tout le monde parle tout le monde est vertueux, tout le monde est moralisateur, tout le monde. C'est incroyable comment ça parle que de religion, que Et là, d'islam. vous parlez spécifiquement, mettons, du cas du Maroc, avec lesquels vous gardez des liens et vous regardez un peu Oui, les médias là-bas, des choses comme les médias alternatifs aussi, j'imagine, là-bas, il doit en avoir. exactement, Et oui. vous, là, vous parlez des années 90, est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose un peu comme, là, je fais les parallèles avec l'Iran, y a-t-il eu un événement quelconque qui a fait un changement ou c'est plus, ça a été progressif et c'est venu avec l'ambiance orientale qui a été transformée au fil d'une décennie environ? Moi, concrètement, je me souviens de l'arrivée des chaînes de télévision moyen-orientales. OK? Parce qu'avant, on avait une chaîne, deux chaînes marocaines et c'est tout. Et puis après, il y a une ouverture vers d'autres chaînes arabes. Égypte, Liban, et tous les pays arabes. Fait que là, ça commence des émissions où il y a vraiment la da'wa, la prédication vers la religion. Et puis, on commence à voir d'autres. C'est-à-dire un phénomène très particulier parce que pour moi, il y avait les imams, les chouyours de la religion qui étaient juste des hommes normaux qui s'habillaient en djellaba, en trucs traditionnels. Le phénomène, ça va devenir dans les années 90, phénomène de prédicateurs costumés, cravatés, qui parlent d'une façon sophistiquée, qui est bien et qui est charmeur. Fait que ce phénomène, c'est devenu, et puis qui vient demander comme, pas demander, qui vient nous faire entendre qu'il valorise la femme. Et c'est parce que je te valorise que je veux que tu te couvres, parce que tu es précieuse, parce que tu es chère, parce que il faut dire que la moyenne quand même intellectuelle, on va dire, de la femme, c'est pas, on est quand même dans une population où il y a beaucoup d'analphabétisme, où il y a beaucoup de gens qui vivent dans la campagne, où il y a... Donc, ce phénomène, c'était récurrent. Il y avait plein d'émissions, mais beaucoup d'émissions de télévision que tout le monde écoutait. Ils ont eu une influence. D'ailleurs, il y avait un prédicateur égyptien qui disait, moi, j'ai eu le privilège de voiler toutes les femmes arabes dans les années 90. Wow. Vraiment, il avait un effet de communication très fort pour des gens qui n'ont pas de connaissances sur c'est quoi la communication ou la manipulation ou n'importe quoi. Juste, on voit un beau gosse qui nous parle de on est belle, c'est pour ça qu'il faut nous Ouais, ouais. couvrir. Donc, donc, il n'y avait pas aussi cette recherche. Moi, j'ai grandi dans un islam où je peux comme le répartir en trois catégories. C'était comme, je vais les classer en trois catégories pour que ça soit plus concret. C'était basé sur la foi. Mais cette foi, ça peut être une foi innocente, héritée, où on ne se pose même pas de questions. On est né des musulmans, on nous dit qu'on est musulman, on ne se pose même pas de questions pourquoi on est musulman. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'esprit critique. Il n'y en a pas du tout. Donc, on accepte et puis c'est tout. On est musulman, attention, tu vas à l'enfer si tu fais ceci, Ouais. il faut pas ceci, il faut pas cela, c'était plus dans ce sens. Puis, il y a une foi basée aussi sur une naïveté innocente dans laquelle, même si des fois tu, tu tombes sur un verset ou un hadith ou quelque chose quand même qui te questionne là, tu dis, oh mon Dieu, ça c'est violent, pourquoi c'est écrit? Mais tu te convaincs que, ah, ça c'est Dieu seul qui sait pourquoi, donc il y a une raison derrière ça, j'ai pas à me poser de questions. Parce que aussi, on a eu ce genre de réponse quand on était petit. Donc, si on pose une question à laquelle, qui va heurter comme une morale ou qu'on voit comme un propos violent ou agressif, ils vont nous dire, euh, écoute, Dieu seul il sait pourquoi. Il faut pas se poser de questions. Ouais, Et ouais, ouais. toi, par peur à Dieu, là, t'arrêtes de poser tes questions. Puis, il y a aussi une catégorie de personnes qui sont
pas mal cultivés et qui veulent se convaincre. Des fois, ils ont une bonne foi aussi. Ils voient des fois des propos qui sont un petit peu insensés ou difficiles à accepter, puis ils vont dire, ah non, mais moi je vais trouver une interprétation. Puis il va trouver une interprétation qui lui rend service, qui répond à son besoin. Ben, il va me dire, ben, tu sais pourquoi la femme hérite la moitié de l'homme, c'est parce que la femme, il va se marier et puis elle a un homme qui va la prendre en charge. Tu sais, il va trouver des interprétations qui vont comme le satisfaire lui. Donc, c'était autour de ça. Pour finir dans juste l'islam, c'était une foi que tout le monde suit à sa façon, mais la plupart du monde, c'était avec innocence, avec ignorance. La plupart des gens maintenant, si tu les prends et que tu demandes, tu poses une question, est-ce que tu sais que tel verset, par exemple, il dit, supposons un propos violent, il va te dire, ah non, jamais, ça peut pas exister dans le Coran, dans le Hadith. Il y a des gens qui sont vraiment à ce niveau. Donc, c'est ça. Moi, c'est une fois au Québec, et dites-vous qu'au Maroc, on a vécu dans une seule version de l'islam. J'ai jamais vu de différence là. C'était la même opinion, le même discours, tout le monde dit la même chose. C'est OK. si moi que j'ai découvert que, ah non, 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 il n'y a pas un seul islam. L'islam du Maroc, et même peut-être pour d'autres, c'est même pas du bon islam. Et pour les autres, moi, je suis même pas une bonne musulmane. Et pour le Marocain, le Libanais n'est pas un bon musulman. Et pour l'autre n'est pas un... C'est ici que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs islams. Et c'est ici que j'ai Ah, commencé à me poser des questions. C'était vraiment à 35 ans. C'était OK. pas à l'âge jeune. Oui, à ma jeunesse, j'observais des choses qui m'interpellaient, des choses qui n'étaient pas convaincantes pour moi. Mais je n'ai pas le pouvoir, je le dis, j'ai pas l'autorité ni le pouvoir de poser des questions comme ça. Si je pose la question et que tout de suite on me répond par tais-toi ou par Dieu seul le sait, ça c'est comme un frein. C'est comme si arrête, tu peux pas poser d'autres questions. Ouais, ouais, ouais. Moi, je connaissais ma valeur, je sais que je ne peux pas aller plus que ça, je sais que ma limite s'arrête là. J'étais vraiment très consciente de ça, donc j'observe. Des fois, je sors une petite question. Si elle est heurtée par une réponse, j'arrête. Et puis, à la limite, un petit peu avec nos professeurs, un petit peu au début. Mais après, quand le mouvement commence, comme j'ai dit, du voilement, quand on a commencé à voir vraiment les frères musulmans, nous au Maroc, on les appelle les frères. Tout le monde appelle, depuis les années, je sais pas quoi, dès qu'on voit une femme voilée ou un barbu, on va dire un frère, les frères. C'est OK. parce que leur mouvement a commencé plus tôt, mais il est arrivé au Maroc depuis les années 70 ou 80, mais c'est devenu très apparent vraiment plus tard, surtout avec les signes d'apparence, là, les signes démonstratifs de cette apparence, appartenance à ce courant. Ouais, Jusqu'à ouais. aujourd'hui, les Marocains, ils disent, eux, c'est des frères, elles, c'est des sœurs. Donc, c'est comme pour distinguer les musulmans de foi dont je viens de parler et ces gens-là. Au Ouais. Maroc, jusqu'à aujourd'hui, on le dit. Donc, Ouais. c'est ça. Mais moi, à l'université, j'étais à la faculté de droit de Rabat. À l'université, il y OK. avait pas de filles voilées de 90 à 94. Il y avait rarement qu'on peut voir une personne voilée. Ah, fait que là, je vais en profiter. Vous venez de nommer une date. Fait que là, juste pour faire un espèce de topo rapide. Donc, vous dites 90 à 94. Donc, ça, c'était vos années universitaires. Est-ce que vous étudiez en philosophie à l'université? Non, j'ai fait des études de droit. De droit, à la faculté de droit, c'est ça. Donc, c'était en droit. Mais vous aviez fait un peu de philosophie avant ou après ou... C'était au lycée. Chez nous, le OK. lycée, c'est comme le secondaire 3, 4, 5. OK. Fait que vous avez pris comme une option philosophie ou quelque chose comme ça. Il y avait une matière dite OK. philosophie, là où on pouvait étudier, discuter des philosophes, mais c'est comme une culture générale sur la philosophie. Tel philosophe a dit, tel philosophe a dit. Mais je crois qu'ils ont même enlevé cette matière après. C'était OK. la seule matière où on était capable un peu de discuter avec nos professeurs. Ouais, ouais, je comprends, parfait. Donc là, ensuite de ça, donc la faculté de droit. Et à quelle année, donc, est-ce que vous avez décidé de vous emmener au Canada? Moi, la période la plus difficile vraiment dans ma vie, puis d'ailleurs, je vais sortir un manuscrit bientôt, là, je suis en train d'écrire. Vous allez être le premier à...
à qui je vais dire ça. Euh, OK? La période la plus difficile dans ma vie, c'était de 94 à quand j'ai fini mes études et que j'ai pas réussi à trouver un emploi. Et j'étais très brillante dans mes études. J'avais confiance que j'avais des compétences que je pouvais. Mais j'étais heurtée à une réalité dure, 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 dure au Maroc. C'est que moi, en tant que telle, que Fatima, je ne vaux rien là. Je vaux zéro si j'ai pas un père qui va me pousser à faire quelque chose, ou le nom d'un frère, ou le nom d'un cousin, ou si je suis pas fortunée. Donc, je voyais des chances que je pouvais avoir comme tout le monde, mais que j'avais pas juste parce que mon nom c'est Fatima Aboubakr et que j'ai passé je suis pas née dans un entourage riche ou qui a une renommée ou n'importe. Donc, j'ai commencé à voir les inégalités de chance, là, on les voyait depuis le début. Sauf que là, j'étais vraiment confrontée à ça directement, là, facial. Et C'était, est-ce que selon vous, c'était quelque chose par rapport au fait que vous êtes femme ou c'est vraiment plus une question de classe? Donc, est-ce qu'un homme qui n'a pas non plus de père ou de contact ou d'oncle, quelque chose comme ça, qui graduerait, vous étiez avocate dans le fond, c'est ça? oui, normalement, Un oui. homme qui graduerait comme avocat aussi, est-ce qu'il serait dans la même situation que vous ou parce que c'est un homme, il y aurait plus d'opportunités déjà Euh, dans les à cette époque-là, je crois que c'est toujours le problème vraiment de classe sociale et classes de... plus? On appelle ça au Maroc le coup de piston. Ça te prend un coup de piston qui... C'est pas comme une référence, là. C'est pas comme ici au Québec, on va te dire est-ce que tu es référé, mais si tu es référé, c'est que tu as la compétence qu'on cherche. Mais là-bas, tu peux passer, tu peux prendre mon poste à moi alors que tu n'as aucune compétence. Mais parce que tu as la bonne relation. Que tu as la relation ou Ah, le bon... il y en a, je pense qu'il y en a pas mal au Québec aussi, selon Ouais. moi. Il y a des cercles dans ce sens-là aussi. Mais en tout cas, là, si tu dis qu'il y en a ici, je sais que là-bas, tu vas C'est juste, sursauter. c'est différent, tu sais, c'est moi, Là-bas, c'est c'est une une autre culture. façon. Ouais, c'est Là-bas, ça. c'est vraiment une culture, là. C'est vraiment une culture. Donc là, ça commence à être difficile. Donc, et juste pour être sûr, donc, est-ce que selon vous, cette culture-là, en fait, c'est quelque chose qui venait avec les années 90? C'était une transformation ou ça, c'était déjà quelque chose qui était Ça, déjà là avant parce que ça fait partie de la culture islamique, mettons, générale? ça fait partie de la culture marocaine. Marocaine, plus marocaine. Ça OK. fait partie de la culture d'une société sous-développée, pour moi. C'est comme ça Selon que vous. OK. selon moi. OK. Donc là, ça va commencer, Là, ouais, c'est ça. le côté femme, ça va commencer à déranger. Là où vient la différence entre un gars et une fille. J'ai fini mes études, j'arrive pas à trouver un emploi, et je suis à l'âge normal de mariage d'une fille. Fait qu'on va commencer à là-bas, les gens, ils n'ont pas de respect pour ta bulle personnelle. Ben, et c'est normal pour eux. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de de les plaindre là ou C'est culturel. On peut, on peut te poser la question à chaque jour, est-ce que tu n'as pas trouvé un mari? Eh ben, que Dieu te donne un mari. C'est-à-dire, c'est comme si la vie d'une fille se résume à trouver un homme pour la marier. Qu'elle réussisse, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit, je ne sais, qu'elle a des projets de vie, qu'elle a de l'ambition. On s'en fout de tout ça. Quand est-ce que tu vas te marier? Donc, il y avait cette pression sociale, disons que bah écoute, c'est une pression, comme j'ai dit, moi j'étais pas, je pouvais pas combattre la société. Moi, je crois que le seul point dont je suis fière, et des fois pas fière, c'est que je connaissais bien mes limites. Là, il faut que je suive vraiment ce que le courant veut. Il faut que tu te mettes dans un moule. Le moule était très, écoute, oppressif, il est très étouffant, mais j'étais jalouse des femmes qui trouvaient pas ça étouffant, qui faisaient juste ça Hmm. parce que c'est très confortable. Mais moi, je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais sans être à l'aise, sans être confortable dans ce que je faisais. Donc, il a fallu que je me marie. Ben, j'ai rencontré le père de mes garçons, de toute façon, on s'est rencontrés, mais il y a encore un autre problème. On n'a même pas le temps de se connaître parce que une fille n'est pas libre de sortir, de faire connaissance. Alors, même si j'ai 27 ans, même si j'ai fini mes études, même si je suis adulte, la femme n'est jamais adulte dans des sociétés musulmanes. Hmm.
Elle n'est jamais adulte. Elle est ou bien sous l'autorité de sa famille, sous l'autorité d'un mari. Elle peut jamais être juste adulte pour elle. Et, Donc, juste pour être sûr, est-ce que selon vous, c'est même avant les années 90, même au Maroc, que vous dites, même à ce moment-là, les femmes n'étaient jamais adultes, ou dans les années, mettons, 80, 70, non, il y avait une autre conception de la femme adulte, plus émancipée, plus autonome au Maroc, mettons? non, c'était plus une. Moi, je dirais la différence, c'était plus dans la pratique religieuse OK. et OK. dans la démonstration de la pratique religieuse. C'est C'est juste. vraiment ça, OK, qui a transformé. OK. Parce que la religion, comme culture, comme j'ai dit depuis le début, elle est indissociable dans l'éducation. Une femme doit se marier, là. Une femme doit se marier jeune, une femme. Donc, déjà, moi, que j'ai la chance quand même de grandir dans une famille qui respecte l'éducation des filles, et j'avais pas cette oppression familiale. Mais il y avait l'oppression de la société. Tu peux Ouais. rien faire, tu peux pas t'échapper à ça, là. D'ailleurs, la première fois que j'avais quelqu'un qui allait me pistonner pour un emploi, et il m'a accompagné pour rencontrer un chef d'entreprise. Je vous raconte ça comme une anecdote, mais que j'ai jamais oublié. C'est un chef d'entreprise, c'était une compagnie d'assurance. Et comme j'avais un petit peu d'expérience en assurance, j'ai fait un stage dans un cabinet de courtage en assurance. Et je OK. suis allée voir le monsieur avec mon contact. Et imaginez, j'ai dit, waouh, ça va être peut-être une petite porte d'ouverture pour décrocher un petit emploi, pour au moins commencer quelque chose. Et le monsieur, c'était un directeur. Il m'a dit, devant le contact que j'ai, il m'a dit, est-ce que tu es marié? J'ai dit, oui, je viens de me marier, je venais de me marier. Il m'a dit, moi, à mon avis, vas-y, occupe-toi de ta cuisine, ça serait plus important pour toi. Je vous le Wow. jure. Oh, waouh, comme ça. Boum, sur sur mon visage. Je je ne l'ai jamais oublié, ce monsieur. Mais finalement, est-ce que vous avez fait, non, ce sera pas pour moi, ou vous avez fait votre stage à cet endroit-là pareil, ou? Non, je ne l'ai pas fait. Il me l'a Ah, pas OK. offert parce que Vous voulez pas faire, OK, OK. lui, il a trouvé qu'il faut que j'aille dans ma cuisine. Donc, Ah, quand même. déjà il m'a même pas accepté pour mon stage. OK, OK, Je wow. crois que je suis avec un contact, soi-disant. Donc, ça ressemble à ça, la vie d'une Donc, femme. votre piston n'a pas été assez fort pour Il m'a même celle-là. pas protégé là. Ouais, c'est ça. Il m'a pas défendu pendant cette rencontre. Et même à ça, je ne peux pas parler ni riposter ni rien du tout parce que, comme je dis, je connais ma limite là. Je peux pas aller plus loin que ça. Je Si tu comprends. veux rester accepté dans ta famille, il faut que tu te conformes. Le conformisme, là, il faut que tu sois conforme à tout. Écouter l'adulte, écouter celui qui est plus vieux que toi. Des fois, il dit des conneries, celui qui est plus âgé que toi, mais tu dois l'écouter, tu dois l'obéir. Il y avait des dictons que c'est la conformité. Tu sors de la conformité, tu es exclu. C'est clair. Ouais, ouais. Oui. Chaque société et chaque période temporelle a un peu son mode de conformisme, si on veut, tu sais. En Occident, on a vécu une méga période où est-ce que le conformisme est devenu apparent depuis 2020, tu sais, la question de la pandémie. Toute la notion d'être conforme à ce que les gouvernements nous imposent, et bien là, tu as des gens sur Internet qui sont mis à répliquer, tu sais, donner la réplique, mais là, tout le monde négocie à l'intérieur avec ses petites voix de faire jusqu'à quel point est-ce que je peux m'opposer au truc ou je vais-tu perdre ma job finalement? Donc, c'est un peu ce mode-là dans lequel vous étiez, mais par rapport à la religion et votre structure sociale Donc, islamique, tu sais, finalement, de faire, OK, j'ai envie de faire des choses, mais si je dis quelque chose de trop, oups, je me fais, ben, pas couper la tête, mais je veux dire, je me fais couper socialement finalement, là, tu sais. exactement, oui, oui, oui. Et Est-ce que puis, c'est ces choses-là, dans le fond, petit à petit, qui vous ont poussé à vous exporter, vous expatrier? moi, ces choses-là, je les cumulais depuis le début. C'était un cumul. Moi, je voyais des injustices devant mes yeux. Des fois, cette injustice ne me touche pas moi personnellement, mais je la vois. Et puis, ça vient me chercher. Je suis pas capable. Les injustices, c'est partout, là. C'est partout. Voir une femme, moi, j'oublierai jamais que j'ai vu à deux reprises des femmes qui se font battre dans la rue, mais battre vraiment coup de poing, coup de pied, et puis il y avait personne pour intervenir.
C'est à deux reprises. Et la femme, elle finit, la pauvre, elle ramasse ses affaires et ses souliers et elle pardonne. Moi, ça, c'est des images que je n'arrive pas à oublier même maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ben n'importe qui a, dans les années 2010 et jusqu'à un certain moment qui a gravité dans les réseaux sociaux et qui s'est mis à intéresser à ces sujets-là, mettons, là. Moi, dans les années 2014, 15, 16, 17, 18, là, je m'intéressais beaucoup à la question des religions. Je veux pas, à un moment donné, tu tombes dans des places qui a des vidéos comme ça, puis même, t'es pas sur place, tu connais Oui, même pas les détails, mais de voir quelque chose comme ça, oui, c'est incroyable. Fait que j'imagine pas l'idée d'être là présentement vraiment. et l'énergie qui doit se dégager de voir une femme comme ça doit marquer. Une peur, j'ai moi qui ai assisté à ça, c'est une peur, mais j'avais tellement peur. Mais et puis les gens passaient à côté, et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui va dire arrête de battre, mais il lui dit c'est ma femme. Dès qu'il dit c'est ma femme, même si c'est pas sa femme, et même si c'est sa femme, on va dire, dès qu'il prononce c'est ma femme, il a toute la légitimité. On passe et on le laisse. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Donc, il y avait ce cumul, il y avait ces injustices. Vient alors le mariage, là où je vois le vrai visage de ma société. Et puis, ce qui me tannait trop dans ma société, c'est que n'importe quelle condition, n'importe euh, quelle situation qui te fait souffrir, il faut toujours que tu affiches un bonheur. Il faut toujours que tu montres aux autres que tu es bien. Hmm. Je n'étais pas bien pendant mon mariage. Je n'étais pas du tout bien pendant mon mariage. Je souffrais. Là, ils vont l'écouter, ma famille, pour la première fois. Violence financière, violence physique, violence morale, violence, rabaissement à tous les jours. Mais rabaissement au point que j'ai comme accepté que j'étais nulle. J'avais accepté que vraiment je valais rien. Wow. C'est à un point où on te fait croire que c'est vraiment ça, là, que tu es ça. Parce que je l'entendais jour et nuit, jour et nuit. Mais une fois devant le monde, il faut que je montre que je suis bien, que je vais bien. Moi, se montrer aux autres ce que je ne suis pas, je trouvais ça trop difficile. Je le trouvais. En Occident, dans notre société patriarcale, les gens diraient ben, c'est correct, c'est fake it till you make it. Tu sais, si vous dites un jour ça va bien, ça va bien, ça va finir par bien aller, mais je pense pas que c'était Et vraiment non, ça et la nous, il faut situation. le faire partout et toute la vie. Tu Ouais, es c'est ça. condamné à faire ça. Tu es Et, condamné à faire une belle apparence, même si tu souffres de l'intérieur. Ben, d'ailleurs, la femme, je dirais pas que c'était le cas dans ma famille, mais une femme qui supporte tout ça était plus appréciée dans la société. Ça, ouais, regardez, ouais. elle est passée, elle a de la patience, À la bravo. place d'une femme, mettons, qui se plaindrait ou Il va se parce plaindre. qu'elle crée des problèmes, des remous et Exactement. ah ouais, OK. Donc, c'est Et sûr. juste pour voir, par rapport, mettons, à cette situation-là que vous avez vécue, est-ce que à ce moment-là, mettons, l'homme dans le mariage, est-ce qu'il y a-tu automatiquement un lien avec la religion en tant que telle, que lui est investi d'un degré de contrôle supérieur à l'institution? Est-ce que le fait qu'il agisse comme ça avec sa femme, vous, est-ce que dans votre tête, à ce moment-là, vous saviez que c'était comme ça? Tu sais, ou avez-vous découvert ça dans le mariage? Est-ce que c'est automatiquement, pas automatiquement, mais est-ce que c'est une situation normale au Maroc à ce moment-là pour les couples musulmans mariés, tu sais? Moi, à ce moment-là, c'était pas, je pensais pas religion, c'était plus vraiment, c'était une société patriarcale et injuste. C'était OK. encore de l'injustice que je vois, de l'injustice que je vis. Et puis le plus injuste que l'injustice, c'est de ne pas être capable de l'exprimer. Il faut que je Ouais. montre que je vais bien alors que je vais pas bien. Donc jusque-là, moi, c'était, comme je dis, jusque-là, la religion fait partie de la société. Elle va dicter notre façon de nous comporter, de comment parler, de parler toujours en avançant des préceptes religieux. Tout le monde est vertueux, tout le monde est moralisateur, tout le monde est bon, tout le monde veut le bien. C'est incroyable, tout le monde est parfait, tout le monde. C'est Mais ça, on a- parce que là, en fait, excusez-moi, là, je vous coupe la parole, mais là, je viens de mettre des points ensemble dans ma tête que j'avais pas. C'est que là, on est dans les années 80, 80, 90, fin 90. Fait que là, il n'y a pas Ouais, encore Internet. Il n'y a pas 90. le câble avec toutes les postes. Vous n'avez pas de comparatif, en fait, non plus, avec d'autres, à moins que vous ayez lu beaucoup, mais tu sais, même à ça, vous ne pouvez pas comparer avec d'autres sociétés, d'autres modes de vie, d'autres probablement. Fait que dans le fond, vous, c'est la réalité, c'est comme ça que c'est.
Oui. Parce que même moi, tu sais, je me replace dans les années 80. Au début, vous parliez de votre enfance. J'étais comme, c'est drôle, j'avais l'impression que vous décriviez un peu mon enfance. Tu sais, nous, moi, dans les années 80, j'étais en région. C'était super culturellement catholique, mais tu sais, il n'y avait pas, j'avais pas de comparatif, mais il n'y avait pas d'imposition non plus. Tu sais, il y avait juste la société existe comme ça et moi j'étais bien là-dedans, tu sais. Mais fait que c'est ça, faut pas oublier non plus qu'on n'est pas à l'âge, vous n'aviez pas votre cellulaire avec les Mhm. vidéos de TikTok et puis tous les gens qui comparent 1 million de façons d'être musulman ou avec les autres religions et tout ça, tu sais, vous n'aviez pas ça à ce moment-là. Là. Oui, c'est ça. Mais les années 80, les années 80-90, on a commencé à avoir quand même d'autres chaînes de télévision à voir. Mais jusque-là, moi, c'était pas une comparaison. Je voyais pas trop À la limite, vers la fin 90, je commençais à me brancher beaucoup sur les chaînes françaises, OK. sur les chaînes de la France. Mais moi, l'injustice, là, depuis que j'étais jeune, je la voyais. C'était quelque chose qui me dérangeait. Depuis que j'étais jeune, j'étais très sensible aux injustices et à l'humiliation. Et puis, il faut dire que c'est une société où on va être trop humilié et vivre beaucoup d'injustices. L'humiliation, c'est quand même... Moi, quand j'ai commencé à penser à l'immigration, c'était parce que j'étais enceinte de mon enfant et puis j'ai dit... Mon Dieu, là, si moi j'ai pu vivre ça, là, je veux vraiment pas que lui il va vivre ces humiliations. Il y a de l'humiliation partout, dans les bureaux d'administration, dans les services publics. Là où tu te présentes, tu es humilié. Hmm. C'est c'est terrible. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, écoute, parce que chacun dans sa classe sociale, il vit d'une façon différente. Moi, là où j'étais, il y avait de l'humiliation. Tu veux aller juste chercher un document à la ville, tu es humilié par le fonctionnaire. C'est, Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous entendez par la définition d'humiliation? Dans une situation comme ça, c'est des commentaires, disons, ou des actions? ça peut être des commentaires, ça peut être, t'arrives et tu trouves la fille qui travaille, par exemple, à la ville, et puis il y a une de ses collègues qui vient jaser avec elle en plein service. Moi, debout, par exemple, je suis pressée, et puis elle va me dire, ils vont parler de leur belle-mère, et puis à haute voix devant tout le monde. Et puis si j'exprime que s'il te plaît, est-ce que je peux, elle va me dire, tu sais Là-dedans. quoi, tu l'auras même pas. Vas-y, retourne chez toi. Et puis tu retournes humilié, tête basse, tu peux rien faire, il faut que tu retournes l'autre jour. Donc ce genre de situation, c'est vraiment, c'est devenu un certain moment ben, normal pour dire que c'est comme ça que ça se passait. C'est Ouais. pas normal qu'on vive ça, mais on était comme ça. On était comme ça. Tu t'assois, par exemple, tu arrives dans un bureau par instinct, tu viens t'asseoir sur une chaise, il peut te dire, mais lève-toi, qui t'a dit de t'asseoir là? Ça peut arriver des choses comme ça. Tu peux pas aller te plaindre à la police s'il t'arrive de quoi, c'est une autre histoire. Donc, on commence, moi, j'étais très sensible à ces choses-là avant même que je commence à voir qu'est-ce qui se passe en Occident, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90. Je regardais les chaînes C'est ça, française un peu plus et tout ça. je commençais à regarder que les chaînes françaises à un Là, certain ça a moment. commencé à vous dire en tête peut-être que pour mon enfant et pour le Ouais. futur, j'aimerais vivre dans un autre type de société finalement. Puis c'est ça, puis je voulais pas qu'il trouve un modèle devant lui à qui il va ressembler certainement. Je veux pas que mon fils il va maltraiter sa femme. Je veux pas je veux pas qu'il trouve un modèle comme ça devant lui. Pour moi, mon fils il méritait mieux que ça. Je voulais pas qu'il vive ça. Et Je, est-ce que... oh, excusez-moi. Allez-y, allez-y. je voulais pas. Je me rappelais de toutes les situations que je vivais. Je veux pas qu'il passe par ça. Je veux pas que quelqu'un l'humilie. Et si mon fils n'est pas. Et moi, j'étais très bonne et brillante à l'école. Et si mon fils n'est pas bon à l'école, écoute, qu'est-ce qu'on souffre si on n'est pas bon à l'école? On est insulté, on est frappé, on est. Donc, j'ai dit non, c'est pas le mode de vie que je veux ni pour moi ni pour mon fils. Là, parce que là-bas, il y avait deux choix. Ou bien rester et demander un divorce et puis vivre comme femme divorcée là-bas. Et je voulais même pas imaginer comment je vais vivre comme femme divorcée là-bas. Euh, ou bien quitter. Il fallait partir. J'ai commencé à chercher. Puis un jour, sur une des chaînes françaises, j'ai vu j'étais enceinte et j'ai vu un reportage sur Céline Dion.
Ah ouais? OK. Oui. Ah ouais? Et c'était pas, je l'ai entendu parler, c'était pas juste, bah, je connaissais ses chansons depuis que j'étais étudiante et tout, on aimait toutes Céline Dion, mais là, je l'ai Ah, mais ça, entendu c'est donc ben drôle. Fait que dans les années 90 et tout ça, vous écoutiez du Céline Dion au Maroc, une parler. fois. Oui, oui, oui. Malade. Oui. Là, Ça, c'est on très écoute. drôle, ça. Oui. Le Ah non, rayonnement du Québec à l'international, même dans la société orientale marocaine, j'adore. oui, oui, OK. oui. Donc c'est là, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu parler de sa mère, de sa relation avec sa mère, j'aime beaucoup cette femme, la maman Dion. Avant Dion, ben ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai j'ai tout de suite pensé au Québec. J'ai tout de suite dit, écoute, il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait comme une mode d'immigration au Canada. OK. Oui, ça a commencé l'immigration au Canada. Il y a beaucoup de monde qui venait au Canada. Donc OK. de là-bas, on parle du Canada. On ne parle pas de Québec parce que de Ah non, l'extérieur, c'est ça, ouais. c'est le Canada. Ouais. Donc je disais, le Canada était porteur d'espoir pour moi. Là. Écoute, au moins, moi, je cherchais juste une société où vivre et être respecté comme personne humaine. Ben, là, c'est C'était ça que pas je suis curieux de savoir, en fait, parce que là, le processus intellectuel et de compréhension de la situation pour vous, là, tu sais, dans votre point de vue à ce moment-là, là, je veux poser une question qui est un peu plus dans même dans l'action dans le sujet, si on veut. Est-ce que vous aviez dans votre tête une compréhension puis une vision que là, vous en allez dans une société qui n'était pas musulmane? Est-ce que vous saviez que le Canada était multiculturel? Y avait-tu cette notion-là de savoir qu'en venant au Canada, vous faisiez, OK, je vais aller là, mais je vais savoir que je peux quand même être musulmane là-bas et que je ne serai pas non plus moi-même persécuté parce que je suis musulmane? Et est-ce que vous voyez est-ce qu'il y avait, par exemple, dans vos choix, un autre pays qui serait musulman, ou que vous faisiez, OK, dans ce pays-là, peut-être ça pourrait être intéressant d'aller dans un autre pays musulman, ou vous saviez que vous alliez en terre chrétienne, qui était finalement, tu sais, fait que je suis curieux de savoir votre processus à ce niveau-là. Ça va être peut-être choquant, mais toutes les valeurs, comme j'ai dit, culturelles de la société étaient liées à la religion, étaient liées à l'islam. Bien que, comme j'ai dit, on n'était pas obligé de pratiquer très jeune, bien que c'était une affaire générationnelle quand on était jeune, mais le tout tournait autour des valeurs islamiques. Donc moi, dans mon choix, il figurait même pas un pays musulman. Je voulais fuir OK. un pays où la culture, la religion ne me dérangeait pas tant que ça, où la culture est une culture musulmane. Je voulais pas de pays qui est de culture musulmane. Parce que Hmm. la culture musulmane, selon moi, était trop lourde à porter. Elle était trop lourde. Et puis, je commence aussi à lire beaucoup dans la religion. Ça a commencé chez nous au Maroc, la montée d'un parti politique, une branche des frères musulmans. Et puis, c'est devenu un certain moment dans mon entourage, moi, celui de mon mari à l'époque, ses amis et tout, c'était tout le monde s'est transformé d'une shot là. Toutes leurs femmes sont devenues voilées, les hommes ils sont devenus tous, ils appartenaient à ce parti politique, tout le monde parlait de ce parti. Et je voyais qu'ils étaient tous des hypocrites. Là, tout le monde était hypocrite. Tout le monde avait des fins derrière ce qu'il dit. Moi, le discours moralisateur, je le déteste. C'est pour ça que maintenant, ça vient me chercher quand je vois une femme occidentale défendre le voile de je ne sais pas qui. Ça vient me chercher. J'aime pas le discours vertueux. On va donner de la morale aux autres alors qu'à l'intérieur, on ne sait même pas c'est quoi la personne. Là-bas, je savais que c'était toutes des personnes qui peuvent être corrompues, qui peuvent tricher, qui peuvent être infidèles, qui peuvent faire n'importe quoi, et puis tout le monde est moralisateur, tout le monde est le meilleur. À un certain moment, tu te dis, mais c'est qui? On est dans un pays quand même où la corruption dévore le pays, mais c'est qui est corrompu finalement si tout le monde est tellement bon comme ça? Ouais, 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 ouais.
C'est- c'est- Ouais, fait Donc, que là, vous avez fait le lien avec la période actuelle, en fait, là, où est-ce que justement, là, bon, là, tu sais, là, il y a toute la question des catégorisations de gens, là, tu sais, je suis rendu, on appelle ça un peu la gauche woke, là, il y en a qui appellent ça l'islamo-gauchiste, il y en a qui appellent ça, avant, c'était le féminisme de troisième vague intersectionnel, qui s'allie finalement avec le projet islamique pour défendre le droit du port du voile en Occident. Donc ça, c'est tout un sujet très moderne dont on va voir si oui. on a le temps d'en parler, mais votre histoire est super intéressante. Fait que là, en fait, je reviens à votre traversée de l'océan, Ouais. finalement, et votre émigration, mais donc vous aviez dit, moi, je vais pas du tout, je m'intéresse même pas à un autre pays de culture Ah non. musulmane. Mais est-ce que vous aviez une compréhension ou un intérêt, vous fait au Canada, OK, c'est bien parce que c'est multiculturel, ou est-ce que vous vouliez aller dans un territoire, vous avez fait, non, la culture là-bas est probablement clairement à dominance chrétienne. Et donc, vous, dans votre tête, y avait-tu, ou c'était même pas quelque chose qui était dans votre tête à ce moment-là? Ben, dans ma tête, je voulais à ce moment-là juste aller dans un pays où il n'y a pas de musulmans, carrément. C'était ça. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on dit entre nous maintenant. Il n'y a personne qui peut venir me Ah, dire OK. pourquoi tu dis ça, parce que là-bas, on va dire, mais vas-y, éloigne-toi, là, les musulmans sont des méchants. Tout le monde le dit à tout le monde. Mais moi, je voulais réellement aller dans un pays où il n'y a pas de musulmans. Hmm. Parce que mon expérience avec tous les musulmans autour de moi qui prenaient la vertu et la morale, ben, malheureusement, c'était des déceptions. Oh my God, quand même. Fait que c'est quand même, certains gens pourraient dire que c'est radical, tu sais, comme, Oui, oui, c'est radical. mais vous en aviez trop, c'était assez. Vous dites, non, je veux changer d'univers, changer d'environnement complètement. mais j'essayais, j'avais pas un seul modèle qui, qui prenait cette morale et cette vertu, un seul modèle autour de moi ou autour des gens que je connais qui peut me donner cette envie de dire, waouh, quel bon musulman. Celui qui est bon, c'était parce qu'il est bon, lui. C'est pas parce qu'il est musulman. J'ai jamais vu que quelqu'un, la religion lui a apporté quelque chose de vertueux. S'il est vertueux, c'est parce que il l'est. Mais celui qui va s'accrocher à l'islam et qui va, moi d'ailleurs, là, dès que quelqu'un me parle de, parce que nous, Dieu nous a dit, sur place, j'ai pas confiance en lui. Tout de suite, Hmm. tout de suite. Même aujourd'hui, là, écoute, il y a des gens qui, dans des rapports de travail, qui vont venir faire un travail pour moi ou n'importe. Puis, si je tombe sur un musulman, j'ai pas de problème. Moi, je cherche des soumissions. Si ça m'intéresse, la soumission, j'appelle la personne. Mais si je tombe sur un musulman, comme on est très nombreux ici, et qu'il m'avance le fait de toute façon, nous, Allah nous a dit qu'il me dit ça, il est éliminé de la sélection, tout de OK, suite. OK, OK. Parce que je sais qu'il va être tricheur et qu'il va être corrompu, c'est clair. Parce que si tu viens, présente-toi en personne qui m'a donné une soumission, parle-moi du projet que je te donne, que ce soit peinture ou je sais pas, plomberie ou n'importe, mais pourquoi tu me parles de Dieu? Dès C'est que que ça dans me le fond, parle de vous ça, avez incorporé l'idée en vous que l'individu en tant que tel, ses valeurs et tout ça, prime socialement dans l'interaction sur les gens par rapport à ses valeurs religieuses ou textuelles qui sont coraniques dans le cas de l'islam. Parce que c'est la même chose dans plusieurs religions. Là. Tu sais, je me dis, il y a des gens qui vont faire primer leurs valeurs religieuses avant l'interaction avec les gens et l'honnêteté face aux gens. Et donc, vous, directement, là, vous êtes rendu à un état où vous dites non, moi, il faut que tu sois avec moi. Si tu m'apportes un autre agenda qui est supposément plus grand que celui entre nous, ça marche pas. Moi, c'est relation directe, c'est ça. individu à individu. Là. Tu me dis, voici le travail et c'est valable pour toutes les religions en passant. Ceux qui me parlent de religion, Ouais, non, mais exact, c'est ça. dans un contexte de travail, je n'aime pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La particularité musulmane ou par rapport à ça, c'est la question de la Oumma un petit peu. Tu sais, j'ai l'impression donc Ah, il y a comme une certaine, il semble avoir une union internationale, transnationale plus forte entre les musulmans que mettons les différentes autres religions. Quoique le judaïsme est quand même, donne pas sa place non plus. C'est quasiment plus le christianisme dans les trois religions qui est plus dissous et déconnecté que les deux autres. Euh, oui. Là, au moins, c'est tout un concept. D'ailleurs, ouais, c'est c'est le, ça. Tu sais, c'est le projet. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, au début, quand j'ai parlé du Hamas, j'ai dit, j'espère qu'ils vont arrêter la guerre à Gaza pour leurs concitoyens,
parce que je sais que eux, leur projet, c'est la Oumma, c'est pas Gaza ni la Palestine, c'est ça. Ouais. La Oumma, c'est un concept très, très dangereux en islam. C'est-à-dire que toi et moi, on vit au Québec, on parle français, on a le même rapport citoyen, on a des devoirs, des obligations envers notre société, on participe à la vie civile, à aller voter. Pour moi, normalement, comme femme musulmane, un monsieur au Pakistan serait plus proche pour moi que toi. Il C'est serait même, ça. il serait même un allié à moi. Et peut-être toi, tu es censé être mon ennemi, là. Je te prends comme un ennemi. C'est même pas comme un voisin ou comme quelqu'un qui habite à Dans côté. le projet plus grand de l'islamique, selon cette vision-là, là, selon la vision particulière de la domination islamique, finalement, j'ai envie de dire ça. Je sais pas si c'est comme ça que vous le verriez, là, mais ou en tout cas, là, il y a la notion du califat là-dedans et tout ça. Oui. Mais la Oumma est un lien entre musulmans, même dans les différentes factions musulmanes. J'ai l'impression que le lien est plus grand, même entre les musulmans de différentes factions vont s'allier ensemble avant Oui. d'être plus près d'un voisin qui est exemple chrétien ou autre ou quelque chose comme ça. Ceux qui sont dans cette vision-là. Mais c'est une vision qui prend de la place. C'est pas une vision juste qui est théorique. Attention, là, ce qu'on voit ici, les frères musulmans qui s'infiltrent ici et tout ça, c'est dans ce projet, c'est dans ce cadre-là. C'est pas une blague, c'est une réalité. Ils sont en train de travailler ça sérieusement, en s'infiltrant dans les institutions, croyez-le, ou pas, c'est pas possible qu'un musulman soit dans le même parti avec un transgenre. C'est juste impossible. Si ce n'est On n'a pas pas, nommé le parti, ouais, c'est ça. si ce n'est pas dans des intérêts qu'il cherche plus tard. C'est impossible, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Un musulman n'accepte pas. Dans le Coran, il faut tuer les homosexuels. Je crois, je ne sais pas dans les autres religions aussi, mais ce n'est pas acceptable. Ceux que tu vois infiltrer des partis de gauche, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts. Mais maintenant, il faut en Occident, les gens le voient, ils veulent pas le voir. C'est écrit, là. Euh, Petite pause, ça va couper dans quelques secondes. Fait qu'on fait un dernier switch. Parfait, ouais. Ben, en fait, oui, super, parce que dans le fond, ben, ouais, tout ce concept-là de Houma, c'est vraiment fascinant. En fait, il y a plusieurs concepts comme ça euh, incorporés ou intégrés dans l'islam qui sont fascinants, en fait. Tu sais, de certaine façon, pour quelqu'un qui s'intéresse à ça aussi, c'est des outils et des choses qui ont évolué, développées dans cette religion-là qui sont vraiment efficaces et qui sont bonnes et qui, tu sais, si tu te mets du point de vue islamique, puis tu dis non, notre religion, on y croit, c'est la dernière, c'est la révélation ultime, c'est ça qui va dominer la planète, on n'a pas le choix parce que la divinité veut ça, t'es comme, wow, l'islam, chapeau, vous vous êtes doté d'outils extrêmement performants et psychologiquement avancés pour procéder vers ce chemin-là, si on veut. Fait que moi, je lève quand même mon chapeau aux frères et Ah oui, oui, aux religieuses pour leur dire, moi, je reconnais le génie des fois dans ce genre de trucs-là, tu sais. Mais bref, parenthèse à ce niveau-là. Mais donc, oui, revenons rapidement dans le fond. Fait que là, à quelle année où est-ce que vous avez fait le move? Vous avez dit, Céline, t'es ma girl. Céline, je veux aller voir Maman Dion un jour. Et vous avez dit, vous avez choisi le Québec. J'imagine qu'il y avait la langue là-dedans, potentiellement, que le français était plus près du Maroc. Est-ce que vous saviez aussi, donc là, je reviens à ma question un peu, aviez-vous compris, si je me place en tant que Québécois, qu'il y avait une société différente au Québec que le reste du Canada? Parce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui s'en allaient au Canada. Donc, avez-vous fait un choix conscient par rapport au Québec et comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Euh, quand, avant, comme j'ai dit, quand j'ai regardé l'émission, après, il y avait Internet qui a commencé, fait que j'ai commencé quand même, au début, je commençais à voir, je voyais plus les enfants, comment ils sont traités, je les voyais en sortie, là, des fois, des images d'enfants qui sortent faire une marche dans les CPE, les garderies, avec le... OK. J'ai bien aimé ces images des enfants et des femmes et tout. Puis, comme j'ai dit, il y avait déjà des gens qui venaient au Canada à l'époque. Et puis, j'entendais toujours Ah, au Canada, les femmes, ils sont respectées, les femmes. Donc, au début, je suis venue au Québec parce que je parle français. Et c'est ça ce qui est spécial au Québec, parce que c'est une fois au Québec que
je découvre que le Québec, c'est une nation. Je suis venue dans un pays. Moi, d'ailleurs, j'écris citoyenne québécoise parce que pour moi, le Québec, c'est un pays. Il a une identité qui lui est vraiment très particulière. J'ai fait des petits voyages ici au Canada, pas très loin, mais je sens que je suis très étrangère. Moi, à Toronto, là, oh mon Dieu, j'ai hâte de revenir à Laval. Hmm. Non, c'est ici que j'ai découvert que le Québec, il a une identité qui lui est particulière. C'est différent de toutes les autres provinces. Et puis, j'ai, moi, j'étais très bien accueillie au Québec. Et C'est-à-dire, on est quelle année? L'année on de est 2005. 2005. 2005. Et je 2005. me place par rapport à où est-ce que j'étais, moi, dans ce temps-là, Parce que université. le processus d'immigration à l'époque, quand le Canada avait de la valeur, le processus durait 5 ans, 4 ans. C'était long, le Donc, vous processus. avez commencé à faire vos demandes genre 2002, quelque chose comme ça, 2001, Depuis 2001 que j'ai 2001, et commencé. ça a pris Ouais, environ 4 ans et plus. Et en oui. 2005, vous êtes débarqué ici. Précisément, est-ce que, vous souvenez-vous, est-ce qu'il y a des agents qui vous ont présenté, y avait-il un agent, des agents frontaliers qui vous ont présenté, voici le Canada, et est-ce qu'on vous avait présenté le Québec d'une certaine façon? Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a tout eu la question de la Charte des valeurs, tu sais. Et si le Québec devenait un pays, il y a toute la question de l'indépendance qui est liée avec ça. Les agents frontaliers seraient du Québec, donc ils inviteraient les gens au Québec et non pas au Canada. Vous, comment est-ce qu'on vous avait présenté le projet finalement dans ce temps-là? Non, c'était plus, on parlait du Canada, on parlait Ouais. pas du Québec. Et puis, une fois ici, là, c'était juste à la frontière. Je suis arrivée là, à la même date de mon anniversaire, fait que sans me OK. rendre compte. Et puis, la madame des douanes, elle m'a dit bonne fête. Puis moi, je n'ai pas compris c'était quoi bonne fête, là, parce que on disait là-bas joyeux anniversaire, comme en France, là. Bonne fête, c'est ici que j'ai entendu bonne fête. Elle m'a dit bonne fête. J'ai dit, est-ce qu'il y a une fête au Ah, Québec? ouais, Et elle m'a OK. tourné mon passeport. Elle m'a dit, mais c'est ta fête. J'ai dit, oh, écoute, là, ça tombe bien. C'est comme une renaissance pour moi. J'étais très bien traitée à l'aéroport à cause que moi, je suis venue avec deux enfants au bas âge, 1 an et demi, Vous 3 ans. aviez déjà deux enfants. OK. Oui, j'ai déjà deux enfants et je suis venue seule avec mes enfants. OK. Donc, mais l'accueil, c'était juste un accueil officiel où on va te montrer, voici les démarches à suivre, voici les procédures à suivre, voici où est-ce que tu dois chercher ton assurance maladie, des choses comme ça. Mais non, la question que tu viens de poser, c'était plus moi qui l'ai cherché. C'est-à-dire, il y avait un centre communautaire dans le quartier où j'habitais. Et c'est moi qui suis allée au centre communautaire juste par curiosité. Et c'est là où j'ai découvert des personnes super gentilles qui m'ont accueillie, qui m'invitaient à des activités pour les enfants. Et puis c'est là où j'ai eu un contact avec les Québécois et le Québec. Mais sinon, c'était mon initiative à moi. Il n'y avait rien du gouvernement qui te montre où est-ce que tu peux aller pour un petit peu t'adapter à la culture québécoise. Il y en OK. a pas. Et d'ailleurs, Et moi, c'était-tu directement à Laval que vous êtes arrivé? j'étais à Montréal. Sur l'île, à Montréal. OK. Oui, c'était à OK. Montréal. Et vous êtes déménagé à Laval vers quelles années après? 2007. Donc, juste une couple d'années après, vous avez fait le pont, Oui. traversé l'autre rive. Laval, c'est spécial. C'est juste, j'ai Ouais. fait un jour, je suis venue faire un magasin ici. Je suis allée au Carrefour Laval et puis je suis tombée en amour avec Laval. Il n'y avait aucune raison. Vraiment, j'avais aucune raison. J'ai déménagé à Laval. Et depuis, L'appel de la banlieue. Laval, je l'adore. Laval, c'est ma ville préférée là sur la planète. Ah, ben Non, excellent, Colin. Laval, Fait que là, OK, fait que là, vous avez découvert, après être arrivé au fil des mois et tout ça, la nation du Québec, en quelque sorte. Donc, que exactement. vous avez découvert que c'était une identité différente un peu. Espérons que ça n'a pas été un trop gros choc négatif, que c'était une belle surprise Au quand même. contraire, c'était une magnifique surprise pour moi. Parce que j'ai tout de suite, moi je suis arrivée avec une ouverture à ce que je veux juste sortir de là-bas et Ouais, ouais. puis je viens et je suis très ouverte à tout ce qu'on va me proposer. Tout ce qui vient, c'est beau. Et là, je vous dis, je viens pas d'un pays où il y a de la guerre. Là, j'imagine, moi, les gens qui viennent d'un pays où il y a de la guerre, ils doivent être plus
Ah ouais, reconnaissant. ceux qui arrivent de la Syrie puis, ou de Gaza présentement, des choses comme ça, là, ouf, c'est. Avec plus reconnaissant. Donc, j'étais vraiment bien accueillie au Québec. Je suis venue, tout de suite, je me suis inscrite à étudier. Je travaillais à temps partiel. Les enfants, j'ai trouvé des places dans une garderie. Et donc, je suis rentrée dans la vie active sur place, là, tout de suite. Nice. Oui. Fait que là, j'imagine que vraiment, vraiment intéressant, en fait, tout ce parcours-là jusqu'à votre arrivée. Et là, mettons 2007, potentiellement, vous êtes même installé à Laval dans une ville que vous adorez et tout ça, intégration qui se fait. Et là, j'imagine que c'est dans les années 2010 que, parce qu'en tout cas, de mon point de vue, il y a vraiment eu des grosses transformations solides, là. Tu sais, moi, en fait, j'étais à Montréal dans les années que vous êtes arrivé. Moi, en fait, c'est drôle, je me suis expatrié à Montréal en Oui. 2004-2005. Fait que quand vous êtes arrivé, j'étais dans ma première année à Montréal aussi. Moi, je venais de région du Lac-Saint-Jean, mais j'avais grandi à Québec, donc dans la capitale. Et je suis parti à l'université à Montréal, l'Université de Montréal, en fait, en 2004-2005. Après ça, je suis revenu à Québec, mais je suis revenu ensuite à Montréal en 2007. Fait que quand vous êtes installé à Laval, moi, je revenais à Montréal et je suis resté 11 ans, en fait. Et spécialement pour moi, mon expérience personnelle, c'est 2014-2015 à 2018, quand je suis reparti, que j'ai vraiment vu des grosses transformations au niveau démographique par rapport à l'immigration. La question du chemin Roxham était dans les années 2015, 16, 17 et tout ça. Et là, pour moi, je voyais une transformation quand même que je pouvais ressentir par rapport à Montréal. Et avant ça, il y avait eu la question de la charte des valeurs, des accommodements raisonnables et du printemps érable et tout ça. Fait que vous, de votre point de vue d'immigrante, qu'est-ce qui s'est passé dans votre psyché, dans votre tête et que vous, tranquillement, j'imagine, vous avez décidé de vous intéresser à ces questions-là de plus en plus et là, vous vous liez en même temps. J'imagine une certaine affection avec des gens et avec la nation du Québec aussi, tu sais, si vous êtes resté finalement et vous adorez votre ville et tout ça. Donc, parlez-moi un petit peu c'est ça, de l'évolution dans les années 2010. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Déjà, moi, même avant, quand j'étais trop occupée, maman monoparentale, je courais par-ci, par-là, les enfants, l'école. Déjà, mon lien avec, comme j'ai dit, j'avais beaucoup de chance, beaucoup d'ouverture ici au Québec. Les enseignants de mes enfants étaient magnifiques. Les enseignants qui m'ont enseigné, moi, au cégep, ils étaient magnifiques. J'avais toujours des bons rapports là avec le monde. Pour boucler ma fin du mois, je faisais le ménage chez des personnes. Je me souviens, c'était chez Madame Tremblay, était magnifique, on discutait, je faisais le ménage, on parlait de politique et tout. C'est-à-dire, tous mes contacts étaient bons. J'étais très satisfaite de ma vie parce que pour une fois, je me sens une vraie personne. Je me sens que je suis respectée comme personne humaine, pas parce que je suis telle ou que j'ai ou j'ai pas. Et ça, c'était pour moi. Waouh, c'était comment ça se peut qu'il y a sur Terre un endroit où on peut être respecté juste parce qu'on est un être humain comme tout le monde. Et puis, Excusez-moi, il faut vraiment que je trouve ça tellement important ce que vous dites là parce que pour des gens, même quelqu'un comme moi, là, quand je suis venu au monde et quand j'ai grandi, nous autres, ça, c'était un acquis, en fait, tu sais. Le fait de juste parler à quelqu'un et il y avait pas la question de la race dans les années 80, 90, début 2000. Il n'y avait pas la question de la religion. C'était pas, c'était juste des gens. Oui, tu sais, il y en avait, là, tu sais, évidemment, mais on parle, c'était mais pas très en général. marginal, tu sais. C'est pas quelque chose qui faisait partie des médias tant que ça. C'est pas quelque chose qui faisait partie de la vie courante. Vraiment, fait que même pour vous, en fait, d'avoir découvert ça, Oui, un moment où est-ce que c'est comme quasiment le processus inverse. C'est comme, mettons, quelqu'un comme moi j'ai découvert dans ces années-là, il y a à peu près l'inverse, c'est le fait de faire, oh, OK, finalement, on dirait que la race devient importante, la religion devient importante, puis là, on se divise tout à coup, alors que moi, je pensais que le Québec, c'était tout, ça allait être de oui. même tout le temps, là, tu sais, on est unis, tout le monde s'aime, tu sais, je niaise, Mais mais tu sais, malgré nos différences, puis on s'ostine, mais tu sais, on est tous des individus qui se regardent outre les différences, tu sais, fait en tout cas, excusez-moi, mais ça m'a marqué ce que vous avez dit. oui, oui, parce que ça, c'était un point pour moi très, très important, le fait d'être respecté comme personne. Je- et comme une personne à part entière. Je ne suis pas une moitié, moi. Je ne suis pas la moitié de Gap, je ne suis pas la moitié de n'importe qui. Là. Je suis Fatima, et puis là où je vais, on me respecte en tant que telle. Pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Puis, la sécurité.
sortir sans être harcelé dans la rue. Hmm. Oh, si vous savez comment c'est un trésor, c'est une découverte. C'est juste impossible de marcher dans les pays musulmans pour une femme sans qu'elle soit harcelée. Ah C'est ouais? impossible. Ah, Oui, c'est oui, drôle. Voyez-vous, ça, c'est quelque chose que j'aurais pas dit de voilà. premier point comme ça, parce que j'aurais pensé que vu qu'il y a comme les polices, la sévérité, d'une certaine façon, j'aurais pensé qu'il n'y avait pas peut-être ces déplacements, ces écarts de conduite-là. C'est pour ça que je vous dis, entre le discours moralisateur et les pratiques, c'est complètement divergent, là. Il n'y a aucune cohérence. Fait OK. qu'une femme qui marche dans la rue, elle est harcelée par les mots, par le toucher, par le... c'est pas possible. Moi, sortir et marcher dans la rue sans que personne ne me regarde, tout en faisant ce que j'ai à faire, c'était un exploit. C'est pour ça qu'il y a des acquis que les gens ne savent pas que c'est des Ouais. acquis Ouais. et qui peuvent perdre si on continue sur une telle voie. En tout cas, donc juste pour vous dire, les pays musulmans, là oui, si tu peux faire une recherche même sur Google, où il y a le plus d'harcèlement sexuel, d'inceste et de viol, c'est les pays musulmans. Donc, il Hmm. n'y a rien à cacher là, c'est écrit. En Afghanistan, les femmes sont couvertes de la tête aux pieds. C'est le pays, je crois, numéro un pour le harcèlement Ah ouais? sexuel. Oui, c'est J'avoue que ça, je connaissais pas ces chiffres-là. oh, oui, c'est incroyable. Mais Parce je que sais, justement, on aurait dit, étant donné qu'ils prennent des mesures pour cacher la femme, tu sais, pour la garder cachée de l'homme et de ses désirs, ça devrait être l'inverse, en théorie, si ça marche comme technique. ça explique pourquoi Fait c'est que là, pas c'est un échec, le voile intégral, ça bloque pas le. c'est pas la faute de la femme, c'est l'homme qui a une maladie mentale et qui doit Finalement, c'est ça. se faire traiter. Donc, tu as l'Afghanistan, tu as l'Égypte, le Maroc, tous les pays musulmans, il y a beaucoup d'harcèlement dans les rues. Hmm. Et donc, moi, la Je vous sécurité, demande, on arrive tranquillement vers 1h15 en fait, oh, ça passe. présentement. C'est vraiment agréable, en fait, j'adore ça. Est-ce qu'on continue un petit peu un autre 15 Je minutes? Ça vous continue, dit? j'ai pas de problème. Oui, Ouais, oui. ouais, parfait. Je vais rajouter un peu de temps. On Et fait puis comme donc, ça. parce que moi, je vais être ça, parce que je veux respecter votre temps aussi, là. Oh, il n'y a pas de Donc, problème. parfait. Fait que je vous laisse reprendre. Allez-y. Oui, oui. Donc comme j'ai dit, la sécurité, la sécurité dans la rue et partout, et puis le fait d'être respecté juste parce que je suis ce que je suis. Et puis ici, en plus, c'était vraiment ironique que tout ce qu'on me reprochait, moi, dans ma famille, au Maroc, tout à coup, c'est devenu des qualités aussi au Québec. Au Maroc, moi, écoute, des fois, de temps en temps, là, je vais essayer de dire, je n'aime pas ça. Ah, bah, j'étais rebelle, j'étais jusqu'à me traiter de méchante. Et, et ici, c'est les Québécois, ils trouvent que je suis courageuse. Depuis le début, là, je vous dis, depuis que je suis arrivée, et les gens me félicitaient pour mon courage de venir avec des enfants en bas âge, toute seule. Waouh, à un certain moment, je dis, waouh, je suis vraiment courageuse. C'est vrai, c'est incroyable. Mon honnêteté, c'était un manque de souplesse là-bas. Ma sensibilité aux injustices, mes réponses, des fois, j'ai pas envie d'être hypocrite et je dis ce que je pense, c'était que je ne suis pas diplomate dans ma façon de parler. Donc, je découvre soudainement que tout ce qu'on me reprochait, c'est des qualités ici. Tout le monde me félicite pour ces qualités. Donc, Ouais, j'avais ouais. raison, j'étais juste pas avec le bon monde. C'est juste ça. Ouais, Donc, mais c'est drôle parce que tu sais, vous décrivez ces qualités-là que moi, je suis comme, ben, j'adore ces qualités-là aussi, tu sais, mais ça fait partie les de qui je Québécois, suis et de ma société. Tu sais, moi, tous les, ben, pas tous, là, évidemment, mais la majorité de tous les gens avec qui j'ai côtoyé ont c'est le genre de choses qu'on est comme, ben oui, tu sais, c'est ça que ça prend, on aime ça ici parce que c'est comme ça, tu sais. Et là, mais c'est intéressant de voir que vous avez embrassé ça et ça vous a réconforté dans vos valeurs personnelles. Alors que, tu sais, des fois, on voit que surtout avec c'est ça, il y a d'autres immigrants qui étaient comme on dirait que non, non, ces qualités-là, ça ne fit pas avec la raison pour laquelle ils viennent ici, finalement. Donc, c'est comme s'ils ne veulent pas embrasser ce genre de qualité-là de la même façon que vous l'avez fait, finalement, là, tu sais. c'est pour ça que je dis, moi, que l'immigration économique ou l'immigration pour des objectifs de travail, c'est pas la bonne immigration. Il faut qu'elle soit jointe à un refus des valeurs de là où on vient.
Il faut que Mhm. la personne vienne alors qu'elle cherche d'autres valeurs, qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle vit, qu'elle est un petit peu en rébellion contre son éducation et tout. Moi, j'ai adoré le système éducatif ici. J'ai adoré écoute, le rapport enseignant-enfant, j'ai trouvé ça magnifique. Les garderies, tout ça, moi, je l'aime. Mais quand je rencontrais des gens de la communauté arabo-musulmane, mais c'est ça les choses qu'ils n'aiment pas. Ils vont aller chercher une école privée aussi parce qu'ils veulent éviter que leurs enfants soient dans une école avec les Québécois. Mais c'est un petit peu paradoxal. Ouais. Comment tu viens dans un pays et puis tu vas tout de suite chercher l'école islamique. Mais reste là-bas. C'est juste incroyable. Donc, C'est là que toute la question de se demander, c'est quoi les intentions? Donc, est-ce que la question du multiculturalisme, donc dans le fond, c'est là que tout le monde se pose beaucoup de questions par rapport quel est le projet islamique et c'est quoi le projet du Canada versus le Québec? Tu sais, donc là, est-ce qu'on s'en va dans une place où est-ce qu'on peut garder finalement notre culture? Donc, si on est musulman, on s'en va là pour être musulman et dans une sous-société, pas sous-société, mais une plus petite catégorie. fractale de la société qui va rester musulmane à 100% entre elles. Tu sais, donc, forme de ghettoisation, certaines pourraient dire, là, tu sais, ou de sous-culture, ou pas. Et là, donc, les gens qui sont attirés par ça, ce ne seront pas les mêmes que quelqu'un comme vous, définitivement. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport aux formes d'immigration. Là, je vous lance un petit pavé comme ça dans la mort en même temps, parce que ce que vous dites, pour moi, ça touche à un point hyper important par rapport à la question de la gauche et de la droite au niveau un peu plus politique, plus large. Parce que dans le fond, ce que vous décrivez comme l'immigration économique, en fait, premièrement, que vous dites que c'est pas nécessairement la bonne forme d'immigration, moi je suis pas mal quand même d'accord avec ça. Mais cette immigration répond à des incitatifs du système économique international, transnational. Tu sais. Donc, les gens veulent traverser ça pour répondre au capital, pour répondre à la productivité des pays. Donc, c'est des solutions à court terme aussi pour paver aux taux de naissance qui sont décroissants. Donc, pour être sûr que la société génère du PIB et donc le capital continue de rouler. Tu sais. Et donc, en disant ça, d'une certaine façon, j'ai l'impression que vous défendez une valeur de gauche classique parce que vous dites non, mais on veut pas que ce soit le capital et l'économie qui dominent. Et donc, on veut que ce soit les valeurs des gens, les valeurs socialistes, les valeurs universalistes. Et c'est les gens qui cherchent des valeurs universelles qui devraient être priorisées dans une immigration. Alors, selon moi, c'est des vraies valeurs de gauche que vous défendez ici, qui seraient les mêmes que moi je défendrais aussi contre l'hégémonie du capital qui présentement domine parce il décide de l'immigration économique au-devant d'une immigration plus de valeur à ce niveau-là. Donc, est-ce que ce que je vous ai dit fait du sens ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Je ne suis pas d'accord. Moi, OK. j'étais plus associée un petit peu au principe de gauche quand la gauche défendait les travailleurs, quand elle... Ben, c'est ça que je veux dire par là. C'est ça que je veux C'est dire. là, Donc, le gauche classique, en fait, pas la avec gauche moderne. la C'est ça que je gauche veux dire, parce que populaire, selon moi, là, la gauche actuelle a déformé ces valeurs-là. Et au contraire, la gauche actuelle, qu'on pourrait appeler les woke, là, ou la gauche radicale, ils défendent le capital, en fait. exactement, c'est la Donc, gauche. c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est comme si vous étiez de la vraie gauche avant la révolution gauchiste, là, si on veut. C'est Là. ça. Donc, mais, parce que la gauche actuelle, moi, c'est la gauche actuelle et l'islamisme, ils sont pareils. Pour moi, c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. c'est pareil. Il y a la dictature culturelle de l'opinion, c'est-à-dire c'est eux qui ont raison. Ils sont, euh, ils sont imperméables au raisonnement logique, mais complètement. C'est comme les islamistes. Si tu les critiques, c'est du blasphème. C'est du blasphème politique, c'est comme le blasphème religieux. Donc, moi, ce que je veux dire par l'immigration, c'est que, parce que l'immigration avec laquelle je suis venue, les premières catégories d'immigration qui sont arrivées ici, c'était des immigrations économiques, mais aussi qui avaient un refus pour des valeurs de là où ils venaient. La preuve, c'est des gens qui sont presque toutes des personnes intégrées au Québec, qui aiment le pays, qui sont maintenant des personnes actives dans des associations, dans leur entreprise, qui ont créé de l'emploi, qui travaillent dans des postes avec le gouvernement et tout.
Mais c'est parce que, et puis c'est des personnes qui avaient un certain niveau, là, on va dire, ils ont quitté, par exemple, pour parler que du Maroc, ils ont parlé du Maroc parce qu'ils étaient contre la corruption, parce qu'ils n'aimaient pas ces coups de piston. La preuve, c'est des gens qui avaient des emplois, qui avaient des maisons et qui ont tout laissé pour venir au Québec et pour refaire leur vie et pour éduquer leurs enfants ici dans une éducation laïque québécoise. C'est après que l'immigration, ça a commencé à prendre un autre visage. Elle est économique, mais j'ai l'impression que le processus de sélection, je crois qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, avec cette pression de il faut amener des gens, on commence à amener des gens sans trop voir leur profil. Est-ce qu'ils répondent vraiment à une intégration à la société? C'est pas juste une question que tu poses dans une entrevue. Est-ce que tu veux t'intégrer à la société québécoise? Mais tout le monde va dire oui, parce que Ah ouais, tout c'est le sûr. monde va quitter, c'est clair, là. Si tu ouvres la porte, tout le monde va venir. La preuve, regarde, moi j'ai commencé de 2001, j'ai eu mon visa 2025, 2005. C'était long, c'était une démarche longue. Il faut avoir un certificat de sélection du Québec. C'était Ouais, c'est ça. vraiment. On parle de plusieurs années, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est En très une rapide. année, là, en 6 mois, je Ah, crois en 8 mois. Donc, ces gens-là, et si puis, jamais ça marche pas, passe par les States, va-t'en au chemin Roxham, fais une demande d'asile, puis t'as rien qu'à pas t'en aller, puis tu vas rester finalement. exactement. Donc, c'est ça. Moi, ce que je veux dire plutôt, c'est oui pour l'immigration. Bien sûr que oui pour l'immigration. S'il n'y avait pas l'immigration, je ne serais jamais ici. Donc, c'est sûr que c'est évident que je suis pour l'immigration, mais pour une immigration bien choisie, bien sélectionnée, et puis une immigration aussi avec un nombre de personnes qui rentrent et qu'on est capable de bien accueillir, de leur préparer des logements. Donc, c'est pas juste ouvrir les portes comme ça, parce que cette ouverture de portes, ça nous a apporté toutes sortes de personnes. Je comprends. Pour ne parler que du Maroc, là, la dernière immigration, des 3 dernières années, ce n'est pas du tout l'immigration marocaine de ça fait longtemps. C'est des gens qui arrivent le premier jour, il te dit, elle est où la mosquée d'à côté? Ah mon Dieu, moi, mon fils, il va étudier avec eux dans leur école. Ah, ils vont lui faire ceci, ils vont lui apprendre ça, ils vont lui apprendre. Mais c'est pas normal. Ils arrivent déjà préparés à ne pas s'intégrer. Hmm. Ils arrivent avec l'idée de ne pas s'intégrer. Donc, il faut travailler sur l'intégration, vraiment. Ah ouais, ben, parlons un petit peu plus de ces sujets-là en terminant, peut-être vu que quand ça passe tellement vite, là, mais peut-être un dernier, c'est ça, 10-12 minutes, quelque chose comme ça. Fait que on va rentrer dans le sujet un peu plus la question de l'islam, juste pour voir un peu, tu sais, donc, cette nouvelle immigration-là, vient-elle avec quelque chose de différent, tu sais, par rapport à l'islam, ou c'est juste que vous, quand vous avez immigré, il y avait juste moins de gens des pays musulmans qui venaient et c'est une question juste de chiffres ou y a-t-il quelque chose qui a changé à l'intérieur de l'islam? Je vais vous citer dans un de vos textes il y a quelques semaines, vous avez mentionné la chose suivante. Mon intention est de contribuer à démystifier un vocabulaire encore mal compris, mais qui occupe une place de plus en plus centrale dans notre espace public. La véritable distinction qu'il convient de faire n'est pas entre islamisme radical et islamisme modéré, mais bien entre l'islam et l'islamisme en général. Donc, et là, vous avez parlé de gauche et d'islam. Il y a quelqu'un que j'imagine que vous connaissez bien sûr qui s'appelle Mandana Javan, qui elle Oui. parle beaucoup justement le terme islamo-gauchisme. Elle l'a martelé beaucoup dans les dernières semaines. Elle a fait quelques entrevues aussi et une couple de podcasts. Et elle organisait des contre-manifestations aux manifestations pro-Palestine qui se terminaient en prière de rue devant la basilique Notre-Dame les dimanches de l'été. Et je ne sais pas si ça roule encore ces semaines-ci. Je n'ai pas suivi depuis quelques semaines, là. Donc, elle s'est impliquée là-dessus et c'est en lien avec la laïcité du Québec aussi. Donc, elle est vraiment aussi pour la question pro-laïcité. Donc, vous, de votre côté, quand vous dites la différence à faire est bien entre l'islam et l'islamisme en général, que voulez-vous dire par là, premièrement? Et est-ce que y a-t-il un projet islamique selon votre compréhension à vous en lien avec l'immigration, tu sais, qui vient et les prières de rue? Est-ce qu'il y a un désir de conquête publique ou si c'est comme ça que ça marche en islam, les gens prient publiquement et on doit tolérer les prières de l'islam au même titre que les événements
chrétiens publics qui arrivent dans l'ordre de fêtes ou d'événements annuels à chaque année, des choses comme ça. C'est quoi votre point de vue plus par rapport au mécanisme, là, si on veut, de l'islam à ce niveau-là? Et l'islam, parce que l'islamisme radical et l'islamisme modéré, c'est juste l'islamisme là, c'est juste le modéré, c'est le projet islamique, l'idéologie islamique qui est un projet de société, mais qui s'infiltre doucement sans qu'on le voit. Alors que l'islamisme radical, c'est des gens qui s'affichent, qui disent, écoute, là, quand tu vois dehors dans la rue, qui sont habillés vraiment à l'afghane, qui sont couverts de la tête aux pieds, alors qu'il y a de l'islamisme modéré, qu'on appelle modéré, mais qui ne l'est pas du tout, là. C'est juste, c'est un islamisme, c'est un projet idéologique qui est dissimulé, qui pratique la dissimulation, qui est leur principe vraiment par lequel ils peuvent s'infiltrer et ils sont partout là comme je vais citer comme le poste de comment elle s'appelle Amira El Gawabi qui essaie Mon Dieu, mon Dieu, la c'est quoi le nom du poste? Je représentante me souviens pas, mais au la, Canada, qui est responsable de euh, la gestion la de représentante l'islamophobie, là. ouais, la représentante canadienne de contre l'islamophobie et les trucs là. Ouais, ouais. Cette femme, moi, quand je vois ces rapports, juste le dernier rapport qu'elle a sorti et qu'elle a présenté au Premier ministre, il est plein de mensonges, mais moi, ça m'éveille sur le projet auquel elle participe parce qu'elle apporte des principes. Elle a fait un jeu dans son projet. Elle a écrit dans les premières pages, euh, je vais faire un jeu comme entre mythe et réalité. Je vais te lire quelques mythes et réalités. Comme elle vient, d'ailleurs, j'ai répondu sur X. Elle met mythe, l'islam est incompatible avec les valeurs occidentales. Elle met ça sous la rubrique mythe. Moi, je trouve que c'est pas un mythe, c'est une réalité. Parce que l'islam, c'est pour ça que je dis islamisme et islam. Islam, c'est la foi dont je t'ai parlé, les gens qui ont hérité la foi sans se poser de questions. Ça, c'est la majorité des gens qui vont faire leur rituel, leur prière. Ils savent même pas c'est quoi les textes de l'islam. Moi, j'ai pris le temps de lire depuis 2007-2008, depuis les accommodements raisonnables, que j'ai pris le temps de lire et d'aller chercher. Non, non, l'islam dans ces textes n'est pas compatible avec l'Occident. Pas du tout. Il y a des textes qui sont écrits noir sur blanc. L'islam, la société occidentale, elle prône l'égalité homme-femme. C'est pas vrai. L'islam, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Euh, L'islam, il prétend que lui, c'est la meilleure religion aux autres. Donc, il ne croit pas à l'égalité des religions, comme pour dans le principe de la laïcité, où toutes les religions sont sur le même pied d'égalité. Pour le musulman, non. Donc, elle dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc, Ouais, elle va... c'est limite une insulte, en fait, j'imagine, pour le musulman croyant, intégriste, parce que dans le fond, Oui. selon sa révélation du prophète, c'est la dernière religion, donc c'est la vraie, c'est la finale, et donc elle est supérieure aux autres officiellement, là. Et donc, Quand elle vient dire que c'est un mythe que les femmes musulmanes sont opprimées par l'islam. Mais il y a des textes qui sont écrits noir sur blanc dans le Coran qui disent qu'un homme peut battre sa femme, que la femme peut hériter de la moitié. Moi, ça fait juste quelques années, on a vendu une parcelle de terre au Maroc, on a hérité de notre père et j'ai hérité la moitié de mes frères. C'est une réalité. Pourquoi il dit que c'est un mythe? hmm. Donc, elle est en train Vous de... voulez dire, juste pour être sûr, vous voulez dire que dans le fond, vous avez reçu 50% du montant Que que mon vos frères frère ont a... reçu, exemple, parce Oui, que vous êtes une exactement. femme, directement. Parce que je suis une femme, oui. Ouais, C'est... OK. Donc, elle dit des choses qui sont vraiment des réalités et puis elle dit que ça, c'est des mythes. Donc, cette femme qui présente ce rapport au Premier ministre, que lui, il prend et qu'il dit qu'il a les valeurs islamiques. Donc, je vois que tout le monde est en train d'induire en erreur tout le monde et puis il y Ouais, a plein excusez-moi, c'était par rapport à Marc Carné aussi, hein, il y a à peu près un mois ou deux, il avait dit les valeurs musulmanes ou les valeurs islamiques, je me souviens plus, sont les valeurs canadiennes. Il veut être gentil, mais c'est pas ça, parce que dans les valeurs musulmanes, le principe d'égalité homme-femme n'existe pas. Dans un témoignage à la cour, ça prend deux femmes que ça soit égal à un homme. Ça n'existe pas. Donc,
moi, je trouve que cette femme qui dit pas la vérité et qui occupe un poste très important, pour moi, c'est une infiltration. Hmm. Pour moi, c'est une infiltration des frères musulmans dans les hautes sphères du gouvernement du Canada. Donc, il faut faire attention Donc, selon parce vous, c'est le genre de choses, justement, que dans l'aspect mécanique d'une idéologie qui a un plan, si on veut, qui a un objectif, c'est une des pièces qui peut infiltrer et travailler de l'intérieur à que changer la perception sociale, peut-être, ou le vocabulaire qui est utilisé publiquement ou dans les médias, des choses comme ça. C'est bien ça? même ceux qui sont dans le parti de gauche, il y en a beaucoup dans le parti de gauche, dans QS, qui, qui sont dans le... Écoute, là, moi, je suis toujours estomaquée quand je pense qu'ils sont dans le même parti où il y a d'autres personnes s'ils ont le pouvoir, ils vont les tuer. Et puis, ils sont dans le même parti et ils ont cette apparence modérée, mais ils ne le sont pas. Donc, il n'y a pas d'islamisme modéré, d'islamisme radical. Il y a l'islamisme comme idéologie et il y a les musulmans qui ont hérité une foi et qui ne pensent même pas à cette foi, qui juste la suivent comme ça et puis qui ne font de mal à personne. Et C'est... donc, il y a les musulmans islamistes. Et donc, J'ai dans ça, on dirait les musulmans qui sont islamistes, ça, c'est eux qui veulent participer, selon vous, au projet islamique Oui, mondial, d'une certaine oui, façon. Et il y a les musulmans qui seraient non islamiques, un peu comme vous. Donc, vous êtes toujours musulmane. oui, je suis toujours musulmane et puis, et Et donc, vous puis êtes pratiquante musulmane. Je ne sais pas à quel point vous partez. pratiquante, je suis musulmane, je ne suis pas pratiquante, mais il y a des musulmans qui sont pratiquants mais qui font de mal à personne. C'est un rituel qu'ils ont appris, qu'ils ont hérité de leurs Oui, mais parents. comme n'importe quelle Ah, religion, comme les catholiques du Québec, je veux dire, il y a des gens baptisés catholiques qui ont fait la communion, mais qui ne sont pas pratiquants, sauf dans certaines occasions. C'est la non. majorité des Québécois, Québécoises, en fait, des années 85 et plus jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression, tu sais. Puis elle parle elle parle tout le temps d'islamophobie. Moi, je trouve que elle est vraiment, elle a un rôle où elle va utiliser cette menace d'islamophobie. Moi, j'ai inventé un mot là, pour Amira El Gawabi, c'est l'islamophysme. Moi, c'est comme ça rime sur le terrorisme. Elle exerce, L'islamophisme, elle exerce un c'est intéressant. islamophisme sur nous. C'est comme pour dire, c'est un terrorisme sur nos langues, là, sur nos bouches. Elle coupe nos langues. Si quelqu'un parle, il est islamophobe. Donc, elle a un statut où elle vraiment, elle sert très bien l'islam politique, là, selon moi, sans aucun doute. Donc, Il y a certains concepts, tu sais, je parlais tout à l'heure à quel point que d'une certaine façon, je lève je dis ça ma révérence, ou je sais pas si c'est ma révérence, mais je lève mon chapeau aux islamistes finalement, en termes de stratégie. mécanique, d'efficacité en fait, là, tu sais. Il y a certains concepts comme ça. Donc, est-ce que selon vous, quelqu'un comme Madame El Gorabi ou d'autres personnes qui parlent publiquement, est-ce que ça peut tomber sous la définition du concept de taquilla? Est-ce que c'est quelque chose qui peut tomber sous ça? Je sais pas si c'est. Définitivement, mais pour moi, c'est définitivement, moi je le vois, c'est clair. C'est très clair. Et pouvez-vous, selon votre perspective à vous, peut-être une coupe de termes comme ça, juste pour que les gens qui ont jamais entendu ça, mettons takia, les dimi, la zaka ou la zika, la jia, j'oublie des fois, là, je les connais pas par cœur, là, mais donc les taxes finalement que les gens de certaines religions doivent payer en islam ou l'aspect de la takia et du dimi. Est-ce que ça serait correct pour vous de définir un petit peu ces termes-là pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est et ce que ça représente si on vivait dans Ah, une ok. contrée musulmane, mettons? Ah, la taquilla, c'est ce que exercent les islamistes ici pour infiltrer les partis politiques, pour paraître gentils, pour paraître avec une morale et des valeurs, et pour atteindre des objectifs euh, en dissimulant leurs vraies intentions. C'est ça la taquilla. C'est un art de dissimulation. C'est-à-dire, ils ont le droit, selon les textes de l'islam, de mentir, de cacher, de dissimuler leurs vraies intentions pour qu'ils atteignent leur objectif. C'est permis, c'est pas grave, il peut même aller... Si ça sert le projet plus grand. mais ils le font. Ici au Québec, ils le font. Je te dis, tous ceux qui Ouais. sont à QS, ils le font. Ben, tu sais, moi, et ce qui est dur quand tu prends connaissance de ça, tu sais, moi, il y a, je sais pas, 10 12 ans, quand j'ai découvert cette affaire-là, tu n'as aucune idée, tu sais, mais là, tu fais, oh mon Dieu, mais Ben c'est oui. difficile à gérer à l'intérieur de soi en tant que personne qui veut aimer tout le monde parce que
là, tout à coup, tu fais, ah mon Dieu, mais on n'a pas les mêmes armes, là. Tu sais, nous autres, les valeurs fondamentales, c'est l'honnêteté, la transparence, Oui. sois honnête avec les gens, sois tolérant et essaie, même si ça peut créer un problème, dis la vérité, tu sais, c'est mieux pour le long Non, terme. non, Et là, tu fais, c'est ah, mais là, je vais jouer avec quelqu'un qui joue pas avec les mêmes règles du jeu, finalement. Fait que là, t'es comme, c'est dur à vivre parce qu'en même temps, tu veux pas non plus penser que n'importe qui musulman fait ça, parce que c'est pas le cas non, non non, plus, non, tu non, sais. c'est pas tous les musulmans qui font ça, Fait que ça, c'est vraiment touché, c'est pareil, je trouve, vraiment comme les concept musulmans là-dessus. qui ont un projet comme ceux que tu vois. Il faut juste trouver les contradictions. Moi, les contradictions, je les vois. Je crois pour un Québécois innocent, il ne voit pas ces contradictions. Dans un seul parti, dans le même parti, on ne peut pas trouver une femme voilée ou un homme musulman avec une barbe et à côté de lui un transgenre ou un homosexuel dans le même parti. C'est impossible. Mais Ça, c'est une si je vous contradiction. C'est un... challenge, si je vous challenge, mettons, pour le fun, là, je pourrais dire, Mhm. ben, à moins que ce serait un musulman qui n'est pas islamiste. Je te Comme vous dis, dites, donc c'est un pour ça musulman que qui j'ai serait non parti. pratiquant peut-être et qui ferait, ben, moi j'ai passé par-dessus ça, je suis au Québec et donc je tolère cette différence-là, non? Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, si tu as écouté ma phrase, dans le même parti politique. Parce que déjà, c'est pour aller chercher une idéologie. Je te parle pas, moi, du musulman, là, d'à Ouais, ouais, côté, ouais. qui va à son travail ou au gym. C'est qui s'en fout, lui, que tu sois trans ou... Les gens vivent leur vie, là. La majorité des musulmans, ils sont pas... Mais on va être concret. À QS, Ouais. les musulmans qui sont à QS, c'est des gens qui exercent la taqiyya. C'est impossible que dans un parti de gauche, il y a un musulman qui a un projet de société, qui cherche le pouvoir et qui s'affiche avec un voile, une femme qui s'affiche un voile. Là, je peux dire une musulmane sans voile dans le parti de gauche, c'est très correct. Peut-être qu'elle adopte ses valeurs et puis mais parce que le voile, c'est pas juste un foulard sur la tête. C'est toute une idéologie. Je parle pas, moi, du musulman là, qui travaille avec toi. Ça, c'est la majorité en passant des musulmans qui sont au Québec, juste pour vous dire. Ouais. Mais, mais une musulmane voilée dans un parti politique ou Amira El Gawabi dans son poste et qui va serrer la main d'une personne transgenre ou d'un homosexuel, c'est de la taquilla pure et dure. C'est de la taquilla pure. Parce que son port de voile et ce qu'elle fait dans son poste et avec ses rapports, tout dit que c'est un projet islamiste, que elle déteste ces personnes-là et parce qu'elle croit en tout ce qui est écrit, donc elle cherche même pas d'autres interprétations. Il y a des musulmans gentils qui disent, oh, c'est écrit qu'il faut les tuer. Ah, mais peut-être qu'à cette époque, au moins ils vont trouver. Mais elle croit à tout ce qui est écrit noir sur blanc. Donc c'est écrit noir sur blanc qu'il faut tuer les homosexuels aussi. Donc, c'est pas vrai que ces gens-là sont. C'est en cherchant les contradictions que tu peux trouver l'art de l'attaquer à la dissimulation. Et puis, la, la zakat, c'est une forme de. C'est un impôt que tous les musulmans, dans les pays musulmans, ils payent sur leurs revenus, c'est comme un truc sur leurs dividendes quand ils ont des affaires ou quand ils gagnent. Quand ils font un gain pendant une année, un gain d'argent qui ne bouge pas, qu'ils n'ont pas touché, ils doivent sortir la zakat et ça sert normalement comme un fonds pour tout le monde. Maintenant, Ouais. la jizya, supposons que les islamistes prennent pouvoir au Canada. Eh ben, tous les autres qui ne sont pas musulmans, ils doivent payer comme un impôt pour être acceptés sur ce territoire. Est-ce que c'est un montant qui est comparable à la zakat ou c'est plus dispendieux ou ça varie d'une place à l'autre, c'est décidé selon la Moi, nation? j'ai vu un ou deux textes, mais c'était à l'époque, c'est-à-dire les premiers siècles de l'islam. Là, c'était beaucoup plus dispendieux. Là, c'était C'est plus comme dispendieux. c'est pour les laisser pauvres sous vraiment là. Ouais, c'est ça. Je C'est voyais des gens sur les réseaux sociaux qui argumentaient, qui disaient non, mais voyons, c'est pas si mal que ça, l'islam. Les seuls moments dans l'histoire où est-ce que les religions ont cohabité sur le même territoire, c'était sous domination musulmane, mettons, dans certaines heures de gloire là, tu sais, de l'islam.
Là, dans ma tête, j'étais comme oui, mais tu sais, d'une certaine façon, les autres croyants, s'ils n'acceptent pas de se convertir à l'islam, ils sont considérés comme il faut qu'ils Et payent mais là, tu sais, ils pour payent, être oui, protégés, si on veut, par exactement. l'islam. Tu sais. Et Sinon, puis, ils sont maltraités, il faut pas dire là-bas. Ils regardent juste les chrétiens en Égypte maintenant ou au Yémen. Ils sont maltraités. c'est de la domination, c'est pas du vivre ensemble, c'est pas de la Non, paix. non, 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 du C'est de la tout. paix, mais par l'épée, là, tu sais, si on veut. Exactement, non, non, c'est pas vrai là. Euh, non, allez-y, si jamais vous voulez dire un mot, puis si jamais je vois que ça fit, je vais le mettre. Oui, exact, pour les Les prières de prières de rue, ouais. non, parce que je trouve que c'est vraiment de la provocation. C'est une grande provocation parce que tout à l'heure, tu as dit que est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les pays musulmans? Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les pays musulmans. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas jamais trouver des troupes de personnes en train de prier dans la rue. J'étais au Maroc avec mes garçons cet été, 2 semaines le mois de septembre, et j'ai même des photos et, et j'observais les gens. Le plus que tu peux voir, c'est un homme qui veut faire sa prière et puis tu sais quoi, Gab, il va choisir un endroit où personne ne le voit. Hmm. Il va aller ou bien loin sous un arbre. J'ai vu un homme loin qui se cachait derrière un arbre et qui a fait sa prière et puis qui est parti là tout de suite. Wow. Et j'ai vu un derrière sa boutique. Il a descendu le store. C'était sa petite boutique à lui. Il a fermé. Je voyais qu'il a descendu le store pour faire sa prière pour qu'on ne le voit pas de l'extérieur. On est dans un pays musulman. Il a fait sa prière et il a réouvert sa boutique. Et là, vous parlez au Maroc? Au Maroc, je te Pensez-vous parle. que c'est différent en Arabie Saoudite ou en Iran ou Non, non, il n'y a aucun pays musulman où Algérie? on fait de la prière dans les rues. Ça, c'est juste au Québec, je crois, et dans les pays d'Occident. Ça n'existe pas. Les gens font leur C'est prière. ce que j'avais entendu, mais tu sais, tu te dis, Non, oh, non, voyons, ça doit pas être vrai. Il doit y avoir des prières de rue, il doit y avoir non, des du événements. tout. Du tout. Et puis la meilleure, c'est que moi, j'ai parlé de ça avec ma famille. J'ai dit, tu sais qu'au Québec, il y a des gens qui font la prière dans la rue. Tu sais, la première réaction de un de mes frères, et c'est très drôle, il m'a dit, ah, peut-être qu'il n'y a pas des mosquées. Ils n'ont pas de mosquée au Québec. Wow. Tu comprends? Ouais, C'est ouais. juste la question, ça veut dire qu'on ne fait pas de prière dans la rue. C'est que, ah, peut-être En qu'il fait, doit. ce que vous avez décrit, c'est comme ici. Je veux dire, si moi, je devais faire, pour une raison, une prière chrétienne, quelque chose comme ça, tu sais, je m'isolerais de tout ça dans un coin. Je voudrais pas déranger les gens et puis faire pavaner ma spiritualité comme ça au grand jour et tout. Je vais me mettre dans un petit recoin, un arbre, quelque chose comme ça. Puis, si c'était ça, je suis certain que les gens seraient comme, bah, c'est correct. Tu vois un musulman de temps en temps à gauche ou à droite prier comme ça, puis qui garde sa spiritualité pour lui-même. Tu dis, OK, là, ouais, il est pressé où il a vraiment besoin. C'est correct. Tu sais. Mais des événements organisés comme ça, c'est un autre son de cloche, là, vraiment. Là. Ça, c'est un très grand signal d'alarme et crois-moi, ça ne va pas arrêter. Tu vas voir, là, ça ne va pas Ouais, ben, arrêter. la roue est enclenchée. Là. En tout cas, si on se fie aux exemples précédents, si on veut, une fois que c'est parti, c'est ça. Ça prend vraiment un coup de barre. Ça prendrait un coup de barre solide, en fait. C'est ça la grosse question là-dedans. Et on dirait que nos autorités sont pas. En tout cas, la En police. fait, il y a toute la. Là, c'est ça, ça ouvrirait un autre sujet, mais tu sais, il y a toute la question de faire. Bon, ben, tu sais, il y a la notion si on légifère. OK, mais là, qu'est-ce qui se passe avec les prières, les événements catholiques, les précessions là, tu sais, chrétiennes de rue dans des événements festifs ou des choses comme ça? Est-ce qu'il faudrait interdire ça publiquement aussi? Et c'est pour ça que ben, en tout cas, que je vous demanderai après dans ce cas-ci, mais là, les gens, il faut qu'ils comprennent, on fait un insert possiblement ici. La question de la catho-laïcité, tu sais, donc si dans les événements, les fêtes officielles, annuelles dans le calendrier, il y a une légitimité culturelle officielle à ce qu'il y ait, Ah mettons, oui, quand un même. événement chrétien public, tu sais, ou catholique public. Mais même à ça, les prières musulmanes ne seront pas permis malgré tout, tu sais. De groupe, là, tu sais. Pas les prières individuelles comme ça se peut, mais une prière de groupe organisée, ça se ferait pas, tu sais, dans un. Les prières de groupe, ça ne doit pas exister. C'est pas normal que la police laisse ça. C'est pas normal que la ville laisse ça. C'est de la provocation. Et des prières de rue. Un dimanche devant une église, c'est de la conquête. Je vous le jure, c'est de la conquête. C'est comme ça. C'est dur de pas voir ça comme ça. Tu sais. Les gens qui disent, ben voyons, c'est parce que l'argument, le contre-argument que j'ai entendu, c'est il y a les 5 prières par jour et là, ça tombe pendant les heures de prière, mais
je crois que dans les textes, il y a des lignes très claires qui disent que on peut accumuler nos prières pour les faire Et le soir. Je me trompe-tu? c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs dans les pays musulmans là. C'est comme je t'ai dit, le gars qui a une boutique, c'est parce que c'est sa boutique et il est capable de fermer son store et ça porte le temps Ouais. de faire sa prière. Mais les employés, les fonctionnaires, tout le monde accumule ses prières jusqu'à la fin de la journée. Il n'y a personne qui fait sa prière dans son bureau là. C'est pas vrai. Ceux qui disent ça, c'est pas vrai. Si c'est des musulmans, ils font la taquia. C'est ce qu'on disait Et des tantôt. non-musulmans, ils ne le savent pas. Mais non, Et c'est si pas c'est des gauchistes, ben, ils font du gauchistes. wokisme. Ils font de Ils la font de cécité. l'aveuglement volontaire. C'est ça. All right, excellent. Bon, ben alors passons au prochain sujet et retour à votre épisode. C'est pour ça qu'il faut nommer les choses comme ils sont et puis dire, il y a des gens qui sont honnêtes, par exemple, il y a des penseurs égyptiens, marocains, mais qui demandent une relecture de tout ça. Ils disent, c'est pas normal. Ça, c'est des choses qui sont pas compatibles avec l'ère actuelle. Il faut qu'on relise ça. Peut-être que c'était compatible. On s'en fout si c'était compatible ou non. Ça fait des siècles. Mais maintenant, il faut faire une relecture de tous ces textes. Il faut dire que ces textes existent mais il faut les changer, il faut les enlever, il faut les réinterpréter. Mais de là à mentir, à dire que ça c'est un mythe, alors que c'est une réalité, non, j'aime pas moi les gens qui mentent. Est-ce que Ils sont vous avez, est-ce que vous croyez que ça se peut d'avoir une réforme islamique dans laquelle un peu comme le christianisme a fait, tu sais, de faire, OK, passons à l'ère moderne. Donc oui, il y a des textes fondamentaux, mais évidemment, c'est relativiste au temps. Et aujourd'hui, ça ne veut plus dire la même chose. Donc, il faut adapter la religion à la modernité. Est-ce que vous pensez que ça se peut? Je suivais justement, il y a 10 ans et plus, il y avait quelqu'un qui est encore actif présentement qui s'appelle Majid Nawaz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui est un Royaume-Uni. Lui, c'était un ancien. Il avait été recruté en fait par une organisation terroriste. Il avait été recruté pour faire ça. Il avait participé. Il a été mis en prison. Et à sa sortie de prison, il s'est ramassé au Royaume-Uni. Ben, en fait, il avait été recruté du Royaume-Uni, mais finalement, il s'était converti finalement en agent de déradicalisation islamique. Il Oui. avait écrit un livre avec l'auteur américain qui s'appelle Sam Harris, qui était un des nouveaux athées là, anti-religieux quand même, là. Euh, il avait écrit un livre qui s'appelait Islam et le futur de la tolérance. Et bref, dans ce livre-là, Majid Nawaz faisait le- la vente, pas la vente, mais voyons, il prêtait ses intentions à l'intérêt, en fait, d'avoir une réformation musulmane autant que possible. Mais ses contradicteurs, en fait, disaient, oublie ça, là, ça fonctionnera jamais en islam, on peut pas faire ça. Pensez-vous vous, que ça se peut? Moi, je pense que ça se peut, mais ça prend une volonté, mais il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas juste moi, il y a quelques personnes, quelques penseurs, quelques gens qui travaillent pour la société civile et qui veulent quand même. Mais écoute, l'islam politique est tellement fort et qu'il ne laisse pas avancer des projets comme ça. En Égypte, ils ont essayé, même le président, il a essayé, il a demandé de faire une réforme et puis il n'a pas réussi. Au Maroc, ils essayent maintenant, juste avec le code de la famille, d'insérer quelques petites choses, de réformer quelques petites choses. Là, il n'y a aucune volonté des islamistes parce que eux, ils veulent que ça reste comme ça. Ils gagnent beaucoup quand ça reste comme ça. Donc, il n'y a pas de volonté. Tant qu'il y a l'islamisme et qu'il est nourri par les gouvernements, par les gauches radicales, je ne crois pas que ça serait possible. Mais Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un autre invité que j'ai reçu, Frédéric Lacroix, chercheur, lui disait, c'était pas en lien avec l'islam, c'était plus en question de démographie et de quantité d'immigration, mais lui, son point finalement, présentement, selon l'état des choses, c'est qu'il faut un moratoire sur l'immigration, il faut prendre une pause et puis il faut se concerter en tant que nation pendant quelques mois ou quelques années même sur, OK, qu'est-ce qu'on fait avec l'intégration des gens et de se poser des questions sérieuses même par rapport probablement à l'impact de la religion là-dessus. Est-ce que vous iriez même jusque-là, vous? moi, j'irais même à plus que ça. Là. Je suis plus radicale dans ce sens. C'est OK. il faut non seulement un moratoire, mais il faut considérer que quand on est là, c'est un privilège. Il faut faire sa part. C'est comme quand tu veux acheter une maison ou tu veux ouvrir une business, tu vas à la banque pour te financer, il faut que tu payes une mise de fonds. L'immigrant, il doit J'aurais nous dit, ça nous prendrait une zakat québécoise. L'immigrant doit donner sa mise de fonds qui nous prouve qu'il est engagé dans ce projet d'intégration. Ouais, Donc, moi, là, donner à l'immigrant, dès son arrivée, tous les droits,
tout, c'est pas normal. Laisse-le un bon 3 ans, un bon 5 ans, comme ils font aux États-Unis, jusqu'à temps que tu vois que vraiment il a de la volonté pour s'intégrer. Ça vient par le travail, par moins de problèmes avec ses accommodements, par moins de demandes. C'est- Il y a beaucoup de moyens pour voir est-ce que cette personne a de la volonté. Moi, j'irais même jusqu'à dire quand tu arrives, tu as comme dans un travail, tu as 3 mois d'approbation, là, tu as 3 années d'approbation si tu viens. Donc, si ça marche pas, si tu présentes pas vraiment c'est-à-dire des critères où on peut vraiment calculer que tu es vraiment quelqu'un qui cherche une intégration, là, moi, quelqu'un qui arrive et qui va amener son enfant à l'école islamique, là, il présente aucun signe d'intégration. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je travaille sur un projet pour une formation sur la laïcité et les valeurs québécoises dans les OK. milieux de garde. Donc, j'essaie de travailler sur un petit projet comme ça OK, et cool, cool. de, de- de donner des petites formations dans les garderies. Donc, On pourra, en terminant, on va plugger ça. J'ai deux petites questions, toc au carré, mais juste avant, tu sais, parallèle avec justement la gauche, entre gros guillemets, là, qui déchire ses chemises et ses soutiens-gorge à cause, mettons, de Trump, tu sais, puis la question des agents de ICE qui déportent oui, des immigrants illégaux, finalement, là, qui appellent les illegal aliens là-bas. Ben, parce que les gens disent ça, ils font ça, mais tu sais, c'est inconstitutionnel et tout ça, mais en fait, oui et non, non, parce que ces gens-là qui sont venus de façon illégale ne sont pas protégés par la Constitution américaine, parce qu'ils ne sont pas devenus citoyens américains. Et donc, c'est inconstitutionnel si tu faisais partie de la société civile américaine, mais tu ne l'es pas. Donc, ces gens-là ne bénéficient pas des privilèges ouais. que tu as quand tu deviens adepte de la société occidentale, mettons en l'occurrence les États-Unis. Et ce que je lis, c'est un petit peu finalement la même chose qu'au Canada ou au Québec qui devrait s'appliquer. Puis c'est plate parce que c'est vrai que ça fait des frontières, mais s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de structure, il n'y a pas rien. Donc, les gens qui arriveraient ici par le chemin Roxham de façon illégale, ben, ils ne peuvent pas être protégés par la Constitution tant qu'ils n'ont pas accédé officiellement à une citoyenneté prouvée, etc. Malheureusement, et c'est ça. Donc, comme vous dites, il faut faire un effort, tu sais, de démonstration que c'est vraiment ce qu'on veut, probablement. Je trouve que ça fait quand même du sens, Madame Aboubakr. Donc, en terminant, deux questions super rapides, tu sais, en 30 secondes. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. C'est mes questions toc au carré que j'appelle. Euh, évidemment, là, on n'a pas parlé, hein, chiite, sunni, etc., mais votre opinion rapide sur la question euh, voyons, mon Dieu, là, j'ai un blanc sur les spirituels, voyons, ceux qui tournent, là. Excusez-moi, pas les. Office. Le soufisme, merci, sur le soufisme en islam. Est-ce que pour vous, vous voyez que c'est différent? Est-ce qu'il y a une particularité soufi en islam qui est plus tolérante, philosophique, d'une autre façon, selon vous? J'ai pas beaucoup étudié sur le sophisme, mais le peu que je sache sur le sophisme, c'est que c'est la version la plus noble de l'islam, qui est vraiment c'est vraiment la spiritualité en toutes ses formes là. C'est la bonne morale, la spiritualité, c'est pas des gens qui vont chercher la richesse, c'est pas des gens qui vont, c'est vraiment des gens, c'est comme ils sont dans le bien-être spirituel. C'est ce que je sais, moi, du sophisme, mais j'ai pas fait vraiment des études sur ça. Moi, j'ai attaqué beaucoup les livres sur l'islam sunnite parce que c'est l'islam dans lequel j'ai grandi et j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup les interprétations et tout. Donc, c'est ça qui est. Ouais. Ça correspond vraiment à ce que je connais, tu sais, sans prétendre que je connais rien. Tu sais, j'ai juste fait des petites recherches dans les 10 dernières années pour le plaisir, mais je m'intéresse beaucoup justement à la spiritualité et les liens en fait entre la science, la méthode scientifique et la spiritualité. Et ma perception, c'est que dans toutes les grandes religions et les plus petites, il y a quand même des principes sous-jacents, universels, qui sont là dans les factions moins idéologiques et plus spirituelles. Et en islam, je pense que dans la dévotion ou la catégorie soufie, on retrouve ces principes-là, qui sont des principes vraiment qui sont en lien avec la biologie, en fait, et avec l'anatomie beaucoup. Donc, là, c'est facile et c'est très logique de faire des liens entre le bien-être mental, physique, anatomique
et la spiritualité, et donc d'être en ligne. Et donc, tu sais, donc la question de la tornade, donc, tu sais, des soufis qui tournent, il y a une question même d'inertie physique entre le champ électromagnétique du corps humain et l'inertie. Donc, plus tu tournes, comme une patineuse, en fait, qui tourne. Mais en ayant certaines idées, etc., ça enligne finalement tes organes. Et puis là, c'est la même chose que le yoga, tu sais, que le chakra et Exactement, que le ça ressemble à ça. christianisme Mm. gnostique ou la gnose chrétienne ou l'église intérieure de chrétienne qui est de Saint Jean-Baptiste et non pas de Pierre. Fait que dans chaque religion, il y a comme, Ouais. et même le judaïsme aussi, qui est les kabbalistes originels, là, ils ont tous aussi la même philosophie là-dessus. Fait que merci beaucoup. J'étais curieux de savoir ce que vous en pensiez en terminant comme ça pour le plaisir. Donc, on va terminer. Fatima Aboubakr, wow, merci beaucoup. Je suis vraiment in- euh, satisfait de cet épisode. Je pensais pas qu'on allait parler tant que ça de votre histoire, mais ça a été un mécanisme parfait pour intersperser différents petits sous-sujets dans ça. Donc, en terminant, rappelez-nous, c'est quoi le projet? Quand est-ce que ça devrait sortir pour le projet sur les centres d'éducation à l'enfance que vous avez dit? Et aussi, à quel endroit, dans le fond, les gens peuvent lire vos publications et n'importe quoi d'autre que vous voulez partager en terminant. Ben, je suis en train d'écrire, ben, je suis en train de finaliser un livre d'abord OK. sur mon. En fait, le livre, il est sur la laïcité et ce que ça m'a apporté comme personne, mais en passant par mes expériences depuis le Maroc jusqu'ici. Là, je suis en train de le finaliser. J'ai même pas encore choisi le titre. Je suis en train d'hésiter. Et en même temps, je prépare une formation sur la laïcité spécialement et les valeurs québécoises pour les éducatrices de la petite enfance. Parce que c'est un domaine où effectivement il y a beaucoup d'immigrantes qui arrivent là pour travailler dans ces milieux. Et puis, i- j'ai compris que les immigrantes ou les immigrants musulmans, même les musulmans ordinaires, ils ont peur de la laïcité. Parce que la laïcité a été toujours diabolisée dans les pays musulmans. Donc, pour eux, est-ce que la laïcité va les empêcher de pratiquer leur religion? Est-ce que la laïcité veut dire que tu n'as pas le droit d'afficher ton appartenance religieuse? Donc, moi, c'est une formation qui est faite de la façon de toutes les formations qu'on fait à la petite enfance, avec des jeux, des quiz, des petites choses, des petites questions, des jeux de groupe, juste pour leur expliquer que finalement, la laïcité ne t'empêche pas de pratiquer ta religion. Tu peux la pratiquer en privé, ta religion, sauf que il faut pas endoctriner les enfants. Tu n'as pas le droit de parler de ça à la garderie. Tu peux pas influencer les petits et donc tu peux l'appliquer, tu peux la pratiquer en privé, mais quand on est en public, on parle pas de religion. Ou si on te pose des questions sur ton voile, ben, moi je suis pour ceux qui disent qu'il faut même pas qu'il y ait de voile à la garderie pour les éducatrices. Donc c'est comme une formation qui va juste leur enlever cette inquiétude qu'ils ont vis-à-vis de la laïcité dans la société québécoise. Ah, vous êtes en train de mettre sur pied un programme qui devrait être le programme d'éthique et culture religieuse ou de citoyenneté québécoise, cours d'éducation à la citoyenneté québécoise. Ça Vous le faites va en être privé, pendant qu'ils endoctrinent nos enfants à l'école, vous allez les désendoctriner. sur la laïcité et les valeurs québécoises. Oui, c'est ça. Ben, excellent, super. Et donc, un livre, ce projet-là qui va être dévoilé, j'imagine, dans les prochains mois. Oui, Et, bien. et finalement, donc, votre page Facebook et à quel autre endroit est-ce qu'on peut vous suivre en Je ligne? suis sur X. Sur X, c'est vrai? Oui, je suis sur X et puis sur Facebook, c'est les deux. C'est les Je- deux endroits. Excellent. Fait que je vais mettre ça dans la description, bien sûr, pour les gens intéressés. Et hey, j'ai-tu le temps de vous lancer? Je viens juste d'avoir un flash. Peux-tu vous lancer une petite mini question? Bien sûr, mais moi je Merci. suis là, c'est correct. Hey, mais est-ce que, parce que j'ai parlé de ça avec mon invité d'avant, qui est un homosexuel Ophénien Champlain qui s'appelle, mais qui est anti-LGBTQ+. Et lui, il n'aime pas l'endoctrinement idéologique ou l'activisme idéologique derrière ça. Mais en même temps, lui aussi, il est critique de l'islamisme. Donc, lui, ça vient ensemble un peu, là, la même question que de l'islamo-gauchisme. Fait que Absolument. mes deux épisodes de suite sont un peu reliés d'une certaine façon. Et lui, il y a une des choses qu'il disait, lui, il est pas religieux, il n'est pas baptisé, tu sais, mais lui, il dit, je pense que ça prendrait plus qu'une laïcité au Québec. Et là, c'est controversé un peu, mais il dit, je crois que ça prendrait quasiment peut-être même une catho-laïcité pour protéger, à cause de l'immigration,
de la culture, en fait, locale, qu'elle soit officiellement catholique pour que les gens qui viennent ici comprennent ça. Est-ce que vous, dans votre vision de laïcité, est-ce qu'une catho-laïcité serait compatible avec ça? Ou si au contraire, vous feriez une laïcité, oui, mais catho-laïcité, non. Laïcité, ce serait suffisant selon vous. Ben, laïcité, l'idéal, c'est la laïcité. Mais si j'ai entre islamo-laïcité et catho-laïcité, je prendrai catho-laïcité avec plaisir. J'aime ça. Ah ouais, ah, c'est bon, excusez-moi. Ce serait un autre sujet de 2 heures à parler. Mais Non. excellent. Fait que, Madame Aboubakr, merci encore une fois. Et ben, pour le reste, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié le show. Gros sujet, un autre gros sujet qu'on a ouvert, mais qu'on va fermer immédiatement tout de suite parce que vous le savez, on ne veut pas trop s'éterniser ici. L'objectif, c'est d'arrêter. Fait que, comme d'habitude, au plaisir de ne pas vous voir dans un prochain épisode. Idéalement, à moins que la curiosité l'emporte, on verra. Madame Aboubakr, merci. Merci, merci beaucoup, Gab. Bonne soirée. Salut, pareillement, merci.